Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux ce soir encore pour assister à cette nouvelle conférence de l'Agora des Savoirs. Merci également à Albert Augien d'être parmi nous ce soir. Je dois tout d'abord excuser Sandra Laugier qui a coécrit le livre qui sera au centre de la conférence de ce soir avec Albert Augien et qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous ce soir. Et je dois également excuser le professeur Michel Miaille qui devait vous présenter ce soir et qui nous a averti il y a quelques dizaines de minutes qu'il était bloqué dans un train. Donc je me suis empressé de préparer une très courte et rapide et très factuelle introduction afin de vous présenter, en commençant par dire que vous êtes sociologue, Albert Augien, et que vous êtes directeur de recherche CNRS, ainsi que directeur de l'Institut Marcel Mauss, qui dépend de l'École des hautes études en sciences sociales. Sur le site de l'école, que j'ai évidemment consulté en urgence tout à l'heure, j'ai pu lire que vos travaux portaient essentiellement aujourd'hui sur 3 thèmes. Tout d'abord, celui de l'extension et des effets du phénomène gestionnaire dans l'organisation de l'activité de gouvernement et dans la définition de l'action publique. Puis ensuite, second thème, citer l'analyse des mouvements de protestation politique extra-institutionnels, c'est-à-dire les rassemblements et occupations de place, et il va évidemment en être question ce soir, les contestations du pouvoir, les mobilisations transnationales, les insurrections civiles, l'activisme informatique, la désobéissance civile, etc. Et enfin, troisième point cité comme un axe fondamental de vos travaux, le développement d'une démarche de sociologie analytique qui exige un travail théorique et une réflexion méthodologique. Là, c'était un petit peu trop technique pour moi à ce moment-là de ma lecture. Je peux également dire que vous êtes évidemment l'auteur de plusieurs livres. Je vais en citer quelques-uns. Les formes sociales de la pensée, la sociologie après Wittgenstein, qui est paru chez Ellipse en 2007. La même année, vous avez aussi fait paraître au PUF les règles de la pratique sociologique. Et puis plus récemment, en 2012, toujours au PUF, une sociologie de la déviance. Alors ce soir, nous vous accueillons pour nous parler de votre dernier livre, Le principe démocratie, enquête sur les nouvelles formes du politique, un livre écrit avec la philosophe Sandra Laugier, qui est très connue pour ses travaux sur la notion de care. Avec Sandra Laugier, vous aviez précédemment fait paraître à la découverte « Pourquoi désobéir en démocratie ?» Je crois que c'était en 2010, un essai qui évoquait la question de la désobéissance civile. Dans votre dernier livre, vous vous opposez avec Sandra Laugier à l'idée reçue qui serait celle d'un désamour, d'un désintérêt que l'on connaîtrait aujourd'hui pour la politique et qui se traduirait par le phénomène de l'abstention, par exemple. Voilà, un phénomène qui évidemment interpelle énormément actuellement. Et vous soutenez au contraire qu'il existe chez nos contemporains, pour reprendre vos propres termes, une véritable soif du politique. Mais que cette passion du politique, elle prend aujourd'hui, bien évidemment, de nouvelles formes. Elle invente de nouvelles pratiques, hors des traditions, hors des institutions, hors des partis classiques et consacrés, en privilégiant d'autres figures, d'autres modes d'organisation, celui du collectif, des formes de l'horizontalité, et en faisant évidemment preuve d'une très grande méfiance à l'égard de la figure classique de l'homme, ou plus rarement de la femme providentielle et charismatique. Alors, quelles sont ces formes? Est-ce qu'elles offrent des réponses à l'exigence de démocratie qui semble surgir actuellement partout dans le monde? Et sont-elles appelées à devenir une des normes politiques de demain? Bien, je suppose que vous allez nous dire ça tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci d'être là si nombreux, c'est un peu impressionnant de parler devant tant de gens. Alors je ne sais pas si je vais être à la hauteur de ce qui vient d'être dit, mais disons, je vais essayer modestement de faire quelques pas dans cette direction-là. Et donc le titre de cette conférence s'appelle le politique qui vient, les nouveaux horizons de la démocratie. Les places et les rues de nombreuses villes de la planète sont redevenues depuis les insurrections civiles de Tunis et du Caire en 2011 des lieux politiques où se manifestent le mécontentement, le sentiment d'injustice, la colère et le désespoir,
mais aussi la volonté des citoyens et des citoyennes de faire entendre leur voix et de s'organiser pour exercer directement un contrôle sur ce que font ceux qui les gouvernent. Le livre que Sandra Laugier et moi avons écrit, Le principe démocratie, est une analyse de cette volonté qui s'exprime dans les occupations de l'espace urbain ou rural et de ce qu'elle nous apprend au sujet du rapport que les citoyens et les citoyennes entretiennent aujourd'hui aux politiques. Notre enquête s'est donc attachée à examiner ces formes nouvelles d'action politique qui ne visent pas à changer de société par la conquête du pouvoir, ce que nous avons appelé une politique du pourquoi, mais à mettre directement en œuvre une autre manière d'agir en politique, ce que nous avons appelé une politique du comment. Sandra Laugier et moi avons travaillé pendant 4 années pour savoir ce qu'une philosophe et un sociologue pouvaient dire d'utile et d'intéressant au sujet de la vague de mouvements de protestation politique à laquelle nous avons assisté depuis 2011. La durée de nos interrogations, donc ces 4 années de réflexion, a eu un effet plutôt inattendu. Elle nous a permis d'être en prise avec une actualité qui, de semaine en semaine, venait ajouter une occupation de place, une manifestation, une révolte ou une émeute à nos observations, auxquelles nous aurions pu ajouter aujourd'hui ce qui s'est passé à Paris et en France entre le 7 et le 11 janvier dernier, et aujourd'hui encore ce qui se passe au Burundi ou en Macédoine. C'est donc dans cette confrontation continue et involontaire, puisque ces événements arrivaient sans qu'on s'y attende, que nous avons forgé les analyses qu'on a consignées dans le livre. Donc ce livre s'ouvre donc sur la chronologie des événements qui ont scandé l'année 2011, uniquement l'année 2011. Puis ensuite, elle suit la succession des mouvements de protestation qui ont vu le jour 3 années durant, jusqu'à l'occupation de la place Maïdan à Kiev et à la fuite de Viktor Yanukovych le 22 février 2014. Si on peut penser qu'une séquence politique nouvelle s'est ouverte avec le printemps arabe, ou ce qui a été appelé le printemps arabe, c'est que celui-ci a pris une valeur de mythe. Le monde a pu voir, à Tunis et au Caire, et assez souvent en direct à la télévision, un peuple qui descend dans la rue, demande le départ d'un tyran et l'obtient au bout de 5 jours. 2011 restera sans doute marqué du sceau de la réussite des soulèvements populaires non violents, même s'il y eut des morts et des affrontements sanglants au cours de ces journées. Ce qui donne à ces événements le statut de mythe, c'est qu'il existe peu de mouvements de protestation, de la Puerta del Sol à Madrid, à Occupy Wall Street, à New York et ailleurs, de Montréal à Rio de Janeiro, d'Istanbul à Dakar, de Hong Kong à Ouagadougou, et jusqu'à la Manif pour tous en France, qui ne se soit revendiquée du printemps arabe. Une des premières ambitions du livre a été de considérer cette fronde des peuples contre leurs dirigeants comme un phénomène de dimension globale. Par global, j'entends bien sûr mondial. Bien sûr, ce choix nous a été immédiatement contesté. Comment peut-on prétendre analyser ces contestations politiques nées dans des situations sociales et économiques que tout différencie comme une seule et même forme d'action politique ? Nous n'avons pourtant pas renoncé à cette intuition, ce qui nous a permis de découvrir une série de caractéristiques communes à tous ces mouvements, et cela indépendamment du lieu dans lequel ils ont émergé. La première de ces caractéristiques, et la plus frappante aussi, est que partout, les protestations se sont organisées à l'écart des canaux officiels de la représentation politique, c'est-à-dire en excluant les partis, les syndicats et même les associations institutionnalisées les plus connues. Une seconde de ces caractéristiques est la modalité sous laquelle ces mouvements se sont généralement manifestés, ce qu'on a appelé le rassemblement. Qu'est-ce qu'un rassemblement ? Un rassemblement, c'est la rencontre fortuite dans la rue ou sur des places de citoyens et de citoyennes, qui ne sont pas tous jeunes d'ailleurs, pour exprimer le rejet de la manière dont les gouvernants exercent la mission qu'ils sont censés remplir. Et c'est aussi la prise en charge collective de la vie quotidienne sur le campement, par leur présence opiniâtre dans l'espace public, par l'organisation autonome qu'ils se donnent et par la possibilité offerte à chacun d'exprimer son point de vue et de décider par lui-même. Les rassemblements ont expérimenté une autre manière d'agir en politique, dont l'objet essentiel est l'instauration de relations sociales qui sont débarrassées de toute trace de domination, de classe, de genre, de compétence ou d'appartenance. La majorité des commentateurs a présenté l'effervescence politique née autour des occupations de place, non seulement comme vaine, car vouée à l'échec, on ne voyait pas à quoi ça servait, mais comme ne relevant tout bonnement pas du politique.
C'est un peu en réaction à cette façon malveillante, ou simplement apeurée ou conformiste, de traiter l'action des foules mobilisées dans une dénonciation de l'inconduite de leurs dirigeants, que nous avons écrit le principe démocratie. Le livre s'attache à rendre compte de la nature foncièrement politique des rassemblements, et contrairement à ceux qui les ont présentés sous le jour du populisme, Sandra et moi, nous sommes simplement efforcés de nous en tenir à ce que font les gens qui y ont participé. Notre premier constat est le suivant. Ces mobilisations inédites et spontanées sont venues rappeler aux détenteurs des pouvoirs que jamais les gouvernés n'abandonnent l'idée d'exiger le droit de s'occuper de la manière dont les questions qui relèvent du bien commun sont prises en charge. Et ça, c'est assez politique. Même s'ils paraissent rester longtemps attentistes ou indifférents, les citoyennes sont toujours... Il y a toujours un moment de rupture qui se déclenche souvent de façon totalement mystérieuse, où l'exaspération éclate et où la patience s'éteint. En examinant la manière dont les mouvements de protestation se sont organisés, ont débattu et ont communiqué entre eux, par communiquer entre eux, j'entends de pays à pays, par la voie d'Internet, nous en avons déduit une proposition. Les citoyens et les citoyennes, et chacun d'eux, possèdent, du seul fait de vivre dans une société qu'ils connaissent, ce qu'on appelle une conception ordinaire du politique et de la démocratie, et ils font usage de cette conception pour s'engager ou pas dans une revendication politique quand ils le jugent utile. Je vais essayer de présenter ce soir quelques-uns des arguments sur lesquels nous nous fondons pour soutenir cette proposition. Pour éviter toute confusion, je veux insister sur le fait que ce que je vais dire ce soir repose sur l'observation des rassemblements qui ont eu lieu dans l'espace public des régimes démocratiques. Si ce qui s'est passé ailleurs, en particulier dans les régimes autoritaires, présente de grandes homologies avec ce qui s'est passé dans les régimes démocratiques, il n'en reste pas moins que les habitudes politiques qui sont attachées à un état de droit donnent une tonalité particulière à la protestation dans ces régimes démocratiques. Je vais donc m'intéresser à 3 questions en rappelant à nouveau que même si l'analyse a essayé d'englober l'ensemble des mouvements indépendamment du fait qu'ils soient dans un régime démocratique ou autoritaire, ce que je vais dire ce soir touche précisément les régimes démocratiques. Donc je vais m'intéresser à 3 questions. La première, pourquoi l'ordre du politique ne doit pas être réduit aux pratiques de la politique? Par les pratiques de la politique, j'entends le monde organisé par les partis, par les détenteurs des pouvoirs, par les manœuvres de coulisses, par les négociations entre personnes, enfin, ce qu'on appelle les professionnels de la politique, avec les experts et une partie des journalistes, enfin ce monde qui fait de la politique son métier. Ça, c'est ce que j'appelle les pratiques de la politique. Donc pourquoi l'ordre du politique ne doit pas être réduit aux pratiques de la politique? Ce qu'on a tous un peu tendance à faire. Deuxième question, pour quelles raisons peut-on dire que les rassemblements portent un potentiel de transformation de ces pratiques de la politique? Et troisième question, pourquoi peut-on supposer que cette transformation contient déjà les forces qui vont faire le politique dans les décennies qui s'annoncent? Et je dis bien là, le politique. Donc première question, pourquoi l'ordre du politique ne doit pas être réduit aux pratiques de la politique? Le rassemblement est une forme d'action politique singulière. Il ne vise pas la conquête du pouvoir, il refuse d'avoir un chef, un programme ou une stratégie, il affiche des mots d'ordre unanimistes, c'est-à-dire soit c'est le peuple qui manifeste, soit c'est 99% de la population, c'est ce qu'on appelle un mot d'ordre unanimiste, il n'y a pas de revendication catégorielle ou limitée à un groupe de la population, c'est tout le monde qui est dans la rue. Donc il adopte la non-violence comme mode d'action, il respecte l'égalité entre les participants et il veille à maintenir des relations de collaboration avec la police et les riverains. On a rarement vu un rassemblement où les choses n'étaient pas propres, tenues proprement, où tous les incidents étaient gérés par les personnes elles-mêmes, de sorte que la police n'est pas un prétexte pour investir les camps et les démanteler. Tout cela, toutes ces caractéristiques qu'on a notées de ce point de vue-là, on les a notées dans à peu près tous les rassemblements qu'on voyait se manifester sur Terre, avaient tous ces caractéristiques-là, tous ces rassemblements. Tout cela ne répond pas vraiment à ce qu'on a l'habitude de ranger sous la notion de contestation politique. Dans les pays développés, un mot d'ordre scandé dans ces rassemblements a semblé leur donner une orientation idéologique reconnaissable. On a vu fleurir ce mot d'ordre, démocratie réelle maintenant.
Ce qui a conduit certains des commentateurs à y reconnaître une contestation de nature anarchiste qui revendiquerait le refus de toute délégation de pouvoir, la disparition du système représentatif et l'abolition de tout ordre institué. Or, ce que nos analyses montrent, c'est que ce mot d'ordre a rarement été associé à ce contenu. En fait, la revendication de démocratie réelle a renvoyé dans les rassemblements à une idée: établir des rapports sociaux fondés sur l'autonomie, la coopération et l'égalité entre les personnes rassemblées. C'est-à-dire qu'il s'est agi de mettre en œuvre la démocratie comme forme de vie, ce que Sandra Laugier et moi nous appelons la démocratie comme forme de vie, sans viser la modification de la démocratie comme régime politique. Ce changement a rarement été relevé. Et si c'est le cas, c'est en partie parce que les rassemblements brouillent les lignes de partage traditionnelles entre la et le politique. Donc il faut revenir un instant sur cette distinction. La vie publique à laquelle les membres d'une société participent se déploie perpétuellement et simultanément sur deux plans qui n'évoluent pas nécessairement à un même rythme, ceux de la et du politique. Depuis les anciens Grecs, cette distinction est bien connue. Le politique, c'est cette sphère de l'action humaine dont l'objet est de fixer un certain ordre de relations sociales et de rapports entre des ressortissants d'une entité politique. La politique, c'est cette autre sphère dont l'objet est l'établissement et l'ajustement constant du cadre constitutionnel d'un État et du fonctionnement des organes de gouvernement et de représentation qu'une société se donne. Le politique est le creuset dans lequel s'élabore la définition des règles qui garantissent les droits, les libertés et la sécurité des citoyens, comme celles qui doivent régir les dispositifs institutionnels qui assurent que ces derniers, les gouvernants, remplissent les fonctions qui leur incombent. Entre les sphères du politique et de la politique, le va-et-vient est permanent. Donc, si c'est dans le politique que toute revendication d'extension ou d'approfondissement des pratiques de la démocratie se forge, pour que cette revendication prenne force de loi commune, elle doit, dans un état de droit, être portée vers le niveau de la politique, c'est-à-dire celui du Parlement, qui est, jusqu'à meilleur informé, la seule instance habilitée à traduire en actes législatifs et réglementaires une revendication nouvelle. Un cas particulier, le droit au mariage des homosexuels, par exemple, qui naît dans la société et qui est porté vers le Parlement, et à un certain moment, le Parlement traduit cela en actes législatifs. La vie des sociétés bat au rythme de ce va-et-vient qui passe souvent inaperçu. Il existe cependant des moments où ce va-et-vient se manifeste au grand jour. Nous vivons sans doute un de ces moments dans lesquels une revendication née dans la sphère du politique ne trouve d'autre moyen de s'adresser à la sphère de la politique qu'en occupant des places et des rues. Cette revendication se formule comme une demande. Permettre à chaque citoyen et chaque citoyenne de prendre pleinement part à toutes les décisions qui déterminent le présent et le futur de la collectivité à laquelle ils appartiennent. Cette demande suscite, je l'ai dit, la crainte, l'ironie ou le sarcasme. Ces réactions témoignent du vertige que beaucoup ressentent devant l'idée d'un ordre social et politique dans lequel chacun et chacune jouirait d'une autonomie totale et illimitée. Et ce vertige n'est pas seulement celui des élites de pouvoir. Les rassemblements ont publiquement posé la question de savoir qui est vraiment prêt à admettre, sans aucune réticence, qu'il est possible de gouverner une société de grande dimension en appliquant une méthode fondée sur la décision à l'unanimité, sur l'égale valeur de toute parole, sur l'attribution de responsabilités par le volontariat ou le tirage au sort, sur l'effacement des hiérarchies entre individus et sur la liberté totale de l'information. Les analyses de notre livre, qui croisent les réflexions de Jacques Rancière, de John Dewey et celles de la philosophie morale féministe, je ne vais pas en parler, mais éventuellement nous pouvons en parler après, contribuent à donner du crédit, ou en tout cas nos analyses ont essayé de chercher à donner du crédit à cette idée. Il n'y a rien à redouter à laisser se déployer l'intelligence collective des citoyens et des citoyennes qui sont associés dans la résolution des problèmes qui les concernent. Une des thèses défendues dans le principe démocratie, c'est donc que les citoyens disposent d'un savoir politique suffisamment fondé pour leur conférer la responsabilité des décisions qui engagent leur destin. Et je crois qu'il faut en dire un peu plus à ce sujet, car c'est toujours une idée qui trouble.
Et c'est là où je passe à la seconde question. Pourquoi les rassemblements portent un potentiel de transformation des pratiques de la politique ? Au fond, les rassemblements qui se sont tenus dans les pays de démocratie avancée ont formulé une revendication centrale. Peut-être qu'on leur donne cette revendication de façon un peu trop abusive, mais disons, je vais maintenir cette idée. Cette revendication, c'est la suivante. La réalisation concrète des promesses de la démocratie en termes d'égalité, de liberté et de bien-être. Certains commentateurs ont jugé cette revendication naïve, utopique ou irréaliste. Dans le livre, nous suggérons que cette revendication n'est pas spécifique aux gens qui ont protesté sur les places. En fait, elle traduit ce que nous pensons être une sensibilité politique nouvelle que nous partageons tous et qui teinte nos manières de faire, de sentir et de penser, encore une fois, en tant qu'habitants des sociétés développées. Cette sensibilité est marquée par une série d'attitudes. L'aversion pour le pouvoir, le rejet de la violence comme mode de résolution des conflits, l'expression de l'individu dans un collectif, le partage des responsabilités, le goût de l'honnêteté, l'exigence de transparence. Ces attitudes font désormais corps avec notre modernité. Pour illustrer cette affirmation, nous analysons 2 traits qui nous paraissent guider aujourd'hui notre manière courante d'appréhender les choses du monde. L'attention au particulier et le souci du détail. Ce sont là 2 chapitres de cet ouvrage. Bref, en fait, on essaie de montrer qu'il existe une attitude aujourd'hui assez répandue, une attitude pragmatique qui se défie des idéologies et qui envisage les choses telles qu'elles sont concrètement et pas telles qu'on s'imagine qu'elles devraient être. Par exemple, lorsqu'une mesure gouvernementale est prise, il est devenu assez courant aujourd'hui de considérer immédiatement les moyens existants pour la réaliser. Par exemple, comme la réforme du collège, par exemple, où on voit bien que devant les grands discours généraux, les enseignants disent « mais comment on va le faire concrètement ?» On ne peut pas s'arrêter juste à une phraséologie ou à des phrases creuses. De la même manière, on peut noter le souci d'un engagement des gouvernants sur des objectifs chiffrés pour la réduction de la pollution, par exemple. Cette insistance à dire il faut que les gouvernants s'engagent devant nous à faire quelque chose concrètement et qu'on puisse les surveiller concrètement sur ce qui se passe et pas se laisser berner par des mots. Mais une sensibilité est quelque chose de fugace et d'insondable. Comment une sensibilité peut-elle être tenue pour une force de changement susceptible de peser sur les manières d'agir en politique ? Donc là, il y a un argument de nature historique qui permet peut-être de conforter cette idée-là, l'idée que cette sensibilité, elle existe, elle est durable et que cette durabilité même va changer la manière d'agir en politique. Donc, quand on considère l'évolution que l'ordre du monde a connue depuis les années 50, 1950 j'entends, une série de facteurs se dégagent dont on peut penser qu'ils ont concouru à l'émergence d'un nouveau rapport des citoyens aux politiques. Et quand je dis des citoyens, là j'engloberais beaucoup de gens sur la planète. En gros, voilà, il y a six facteurs qu'on a identifiés, il y en aurait certainement d'autres. En tout cas, ceux-là semblent peser en faveur du fait que cette sensibilité est quelque chose d'assez ancré. Le premier, c'est l'accroissement de l'autonomie de jugement des personnes. C'est l'évolution ou le développement des droits de l'homme ou d'une idée des droits de l'homme qui est importante, les indépendances nationales qui ont eu lieu depuis les années 50, la remise en cause des hiérarchies et des autorités. Bon, je n'en dirai pas plus, on pourra en rediscuter, mais bon, cette idée que les autorités sont un peu bafouées, que les gens n'écoutent plus ce qu'on leur dit, que les professeurs ne sont pas entendus, que les médecins ne sont pas... Peut-être avez-vous entendu de grands intellectuels vous en parler dans cette même salle. Donc, premier point, l'accroissement de l'autonomie du jugement des personnes, que nous considérons comme un fait positif et pas un fait négatif, à la différence d'autres qui considèrent que c'est la fin de la civilisation. Le deuxième point, c'est la mondialisation des problèmes politiques et l'activisme associatif et apartisan dans des grandes associations comme Greenpeace, Amnesty, Médecins du Monde ou le WWF. Le troisième point, c'est la technicisation des questions politiques par les politiques eux-mêmes, c'est-à-dire le refus de parler politiquement des questions politiques, mais de les techniciser. Et en corollaire de cette technicisation des questions politiques, l'élévation de la qualité de l'expertise de la société civile.
C'est qu'au fond, aujourd'hui, on peut considérer que dans bien des dossiers, les personnes qui n'appartiennent pas aux sphères gouvernementales en savent beaucoup plus que les experts et les gouvernants. Quatrième point, le déclin de l'État-nation comme lieu central de la décision politique. Bon, je n'ai pas besoin de rappeler ce que c'est que l'Europe ou les institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI et d'autres grandes alliances régionales qui décident collectivement d'affaires qui dépassent totalement le cadre de l'État-nation. Le cinquième point, c'est la professionnalisation de la politique et la routinisation des institutions de la représentation qui creuse un écart qui semble être observé par tous entre les gouvernants et les gouvernés. Et le sixième point, c'est l'extension de la dualisation du monde et des sociétés, c'est-à-dire une séparation toujours plus grande entre ceux qui participent et ceux qui sont exclus de l'ordre instauré par la globalisation sous prédominance du capitalisme financier. C'est un monde où il y a des méritants, des non-méritants, et que les non-méritants, finalement, ils ne méritent pas. Et donc, on n'a pas à se couper d'eux, en fait. Donc, il y a les winners et les losers, et que les losers disparaissent, ça ne dérange pas grand monde. Ces six points qui, depuis les années 50, ont, disons, recomposé l'horizon politique dans lequel nous sommes en tant que citoyens, semblent être des facteurs qui contribuent à... On parlait tout à l'heure du taux d'abstention et tout ça, mais à l'écart entre un monde de la politique qui travaille sur certaines vieilles catégories et des populations qui pensent le monde politique totalement différemment. Ces évolutions donc conduisent à penser que la politique, en tout cas telle qu'elle s'exerce dans les démocraties avancées, ne se trouve plus tout à fait là où on avait l'habitude d'aller la chercher, à savoir dans le jeu des partis, dans la compétition électorale, dans les engagements programmatiques, dans le cadre national. Pour de nombreux citoyens, les véritables enjeux politiques ne se situent plus dans ce cadre institutionnel trop verrouillé, mais se trouvent désormais au cœur même des relations sociales qui se sont façonnées dans le développement de l'État social. Et c'est pourquoi les restrictions de services publics provoquées par la fameuse question de la résorption de la dette sont une affaire aussi sensible. Le fait que le politique, c'est-à-dire l'ordre des relations sociales, devrait être l'objet premier de la politique, c'est-à-dire l'activité de gouvernement, est une idée dont nous pensons qu'elle est largement admise, mais pas par les professionnels de la politique. C'est là une source certainement très importante de la déception et de la colère des citoyens et des citoyennes dont atteste le dédain pour l'univers de la politique professionnelle, la hausse des taux d'abstention, la dénonciation de la corruption des élites et le vote pour les partis autoritaires. Mais c'est aussi le moteur de formes d'action nouvelles, comme les rassemblements, et comme les multiples initiatives qui sont inventées par des individus qui décident de prendre en charge l'organisation de leur vie et de leur expression politique de façon autonome. Pour tous ces gens, le système représentatif semble se trouver en marge de la vie. Cela illustre bien la situation actuelle. Le temps, notre temps, est à la critique de la démocratie au nom du peuple bafoué. Mais il faut s'interroger sur le contenu de cette critique. Car il y a là, à notre avis, un enjeu peut-être capital pour notre futur. Et j'en arrive à la troisième question, qui est pourquoi la transformation des pratiques de la politique, des pratiques du politique contient déjà les forces qui vont faire que la politique va être exercée de façon différente. Dans les régimes démocratiques, la formulation la plus sèche ou la plus cruelle de la critique de la démocratie est la dénonciation de l'exercice du pouvoir par une caste, pour reprendre le terme utilisé par Pablo Iglesias et le parti Podemos, qui a fait de la politique son métier et qui est présentée comme distante et refermée sur elle-même. Cette dénonciation porte surtout sur les dérives du système représentatif, la confiscation du débat public, l'appauvrissement du discours politique et la corruption des gouvernants. Mais sous le même slogan, « Rendre le pouvoir au peuple », on observe que certains en appellent à l'avènement d'une démocratie réelle, quand d'autres instillent la haine de la démocratie. Or, dissocier ces deux manières d'articuler la remise en cause de la démocratie est une tâche nécessaire, peut-être impérieuse, en tout cas prioritaire. Et c'est pourquoi Sandra Logier et moi avons voulu dégager un critère qui permettrait de fixer la différence entre ces deux manières de critiquer la démocratie. Donc, quel est donc ce critère ? Les pratiques qui accompagnent le développement du capitalisme financier ont produit un peu partout sur la planète
et là je tiens à ce un peu partout sur la planète, c'est une des raisons pour lesquelles les formes politiques, à notre avis, ont les mêmes modalités un peu partout sur Terre aujourd'hui. Donc on produit un peu partout sur la planète des conséquences qui sont identiques. La concentration du pouvoir de décision entre les mains d'entités politiques supranationales, des multinationales, des fonds de pension ou d'institutions bancaires. Donc ce déséquilibre du rapport entre pouvoir politique et pouvoir économique et financier s'affiche ostensiblement depuis une quarantaine d'années sous la forme des politiques de démantèlement de l'État démocratique, pour reprendre une formule de Ezra Suleiman, qui est un politiste américain. En toute logique, nul ne devrait donc s'étonner du jugement que les citoyens et les citoyennes portent aujourd'hui sur la dépossession de leur voix et de leur vie, sur l'inanité des élections, à quoi sert de voter si les décisions sont prises ailleurs qu'à l'endroit où le vote se tient, ou si le verdict des urnes n'est pas respecté. Donc j'imagine que vous avez en mémoire certains événements. Ou sur les gouvernants au service d'une oligarchie qui règne sans partage et des gouvernants indifférents aux besoins de la population. Pour certains, cette humeur contestataire reflète les impasses, les pathologies ou la crise de la démocratie en tant que régime politique. Nous pensons qu'il serait plus juste de dire quel est le symptôme de l'impotence des gouvernements qui, depuis plus d'un quart de siècle, se dessaisissent délibérément de leurs prérogatives anciennes au profit des forces du marché et des puissances d'argent, pour des raisons qui ont parfois à voir avec la défense de la démocratie, et c'est là où le problème est délicat. On peut se dessaisir des pouvoirs de l'État pour le bien des citoyens, c'est en disant que l'État est un État clientéliste, enfin qu'il y a toutes sortes de pratiques au sein de l'État qui déjouent les règles de la démocratie. Et donc, affaiblir l'État serait une tâche démocratique pour certains. Pour d'autres, c'est plutôt laisser la place au marché. Donc, la difficulté à trancher entre les deux, c'est à peu près la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Bon, quoi qu'il en soit de cette question-là, à quoi sert l'affaiblissement de l'État ? Il importe de noter que la remise en cause du système représentatif se fait actuellement en public sous deux modalités. La première est ce qu'on nomme une critique externe de la démocratie, qui affirme que puisque celle-ci s'avère être un régime qui produit du crétinisme parlementaire, pour reprendre l'expression de quelqu'un, l'impuissance des gouvernements, l'insignifiance du débat public, le défaut de représentativité, le mépris des citoyens, la reproduction de l'aliénation, il vaut mieux s'en débarrasser et laisser place à un pouvoir qui en est vraiment un et qui saura enfin prendre les décisions nécessaires pour sauver un pays, préserver l'identité, lutter contre le déclin de la civilisation ou la déchéance de la nation, voire pour réaliser l'émancipation du peuple. La seconde modalité est ce que nous nommons une critique interne de la démocratie, qui défend l'idée qu'il faut aller vers une démocratie plus radicale en travaillant à l'extension des droits de contrôle des citoyens et des citoyennes sur leurs gouvernants, à la multiplication des sites de négociation, à la reformulation des priorités politiques, à la relocalisation de la décision politique et à la production et à la diffusion d'une information indépendante et ouverte. Il est souvent difficile de distinguer ces deux critiques, ce dont les ennemis de la démocratie jouent de façon parfois très habile. Et la langue, notre langue, induit en confusion. La démocratie est en effet un concept dont l'usage peut s'accommoder à deux figures. Soit au principe de majorité, avec l'argument imparable « nous sommes le peuple », qui veut souvent dire « nous sommes le vrai peuple », et qui exclut, parfois de façon violente, ceux qui n'admettent pas cette définition du peuple, ou ceux auxquels le bénéfice d'appartenir au peuple est retiré. Soit à une exigence fondée sur le respect des droits fondamentaux de l'être humain. Ces deux figures ne se recoupent pas nécessairement. Ce qui est majoritaire n'est pas toujours démocratique, dans le second sens de l'adjectif. Il faut donc garder à l'esprit le fait qu'une revendication de démocratie peut articuler de façon très différente principe de majorité et respect des droits fondamentaux, voire ne pas le faire du tout. C'est à cette aune qu'il faut apprécier l'action de ceux qui, au nom de l'identité menacée d'un peuple, cherchent à rétablir l'ordre de la tradition et le sens de la hiérarchie. On peut penser à ce qui s'est exprimé dans la Manif pour tous en France ou dans les contre-révolutions arabes. On sait que ces démocrates-là
affirmant porter la parole de la majorité des vrais Français ou des vrais musulmans, entendent imposer une manière d'être unique et prétendument authentique sans avoir aucune intention de respecter les autres manières d'être et de penser dans un même espace politique. Même si ceux qui luttent pour faire prévaloir cette vision ont sans doute légitimité à le faire, on peut cependant contester le fait qu'ils qualifient leur démarche de démocratique, ce qu'ils font souvent. Elle est réactionnaire et parfois tout simplement fasciste. C'est pour justifier l'usage des qualifications de l'action publique que nous avons proposé ce que nous nommons le principe démocratie. Il faut bien préciser que la notion de principe que nous employons ne renvoie pas à une construction théorique et majestueuse qui vise à établir une vérité. Le principe démocratie, pour nous, c'est un critère à l'aide duquel on peut juger et orienter une action politique. Et ce critère, il est simple, et c'est celui qui permet de qualifier une action de démocratique, à notre avis. Ce critère, c'est le respect absolu et inconditionnel de l'égalité entre les individus. Qui dit critère dit bien sûr qu'on peut mesurer l'écart. C'est pas, comment dire, un critère nous permet de mesurer l'écart entre quelque chose qu'on voudrait voir advenir et quelque chose qu'on fait. Mais dès lors qu'une action ne rentre pas du tout sous ce critère-là, par exemple quand on ne reconnaît pas du tout l'égalité entre les personnes, on peut dire que le qualificatif de démocratique ne peut pas s'appliquer. Donc c'est ça l'idée du principe démocratie. Donc c'est ce critère qu'on retrouve au fondement de la méthode d'organisation qui a été mise en œuvre dans les rassemblements. C'est aussi lui qui justifie la critique des pratiques de la politique qui, en régime démocratique, mettent les citoyens et les citoyennes à l'écart des décisions qui les concernent. J'ai déjà rappelé que ce rejet s'exprimait aujourd'hui sous deux modalités, soit par l'appel à un pouvoir fort qui promet de faire prévaloir les intérêts supposés du peuple, soit par l'adoption d'une action politique autonome des citoyens, sans l'intermédiaire d'un parti, d'un syndicat ou d'une instance instituée. Il semble que nous soyons entrés sous la pression des forces de la mondialisation dans une sorte de course contre la montre entre ces deux voies. Et le choix de celle qui va être empruntée ne peut pas nous laisser indifférents. J'en arrive à la conclusion. À la grande surprise ou au grand désarroi de ceux qui disaient doctement que l'individualisme avait définitivement triomphé, les citoyens et les citoyennes manifestent aujourd'hui, sans doute sous le coup de la paupérisation et de l'accroissement des inégalités, mais aussi de l'émergence de nouvelles attentes, un degré de politisation qu'on peut trouver épatant. Bien sûr, cette politisation ne se traduit pas par l'adhésion à des programmes élaborés de changement de régime ou à une révolution. Un sentiment d'impuissance à transformer le monde domine. Ce sentiment est d'une certaine manière normal. Les citoyens sont comme le personnel politique et la majorité des experts dans le vague. Et l'époque est triste. Les reculs à consentir au nom de la résorption de la dette ne sont pas un horizon très exaltant. Ce qui accroît le désarroi est le fait que, de façon insidieuse, la langue politique s'est totalement desséchée. Elle ne parle plus d'autre chose que de questions de comptabilité et de contrôle budgétaire. Cet appauvrissement, qui est celui du débat politique, contribue à limiter les attentes. Ce que les mouvements de protestation expriment, c'est aussi le degré auquel la vacuité du discours politique, avec ses tournures policées, ses tics et ses éléments de langage, irrite et blesse les citoyens et les citoyennes. Et combien les arguments qu'ils ressassent sont devenus totalement inaudibles. La revendication de démocratie réelle a également été celle d'en finir avec cette insupportable manière de parler de ce dont nos vies sont faites et d'imposer l'usage d'un vocabulaire des droits et des besoins fondamentaux contre celui de la raison financière. Les sociétés développées avancent sans cap au milieu d'une crise dont personne ne sait comment en sortir. De nombreuses voix s'élèvent pour déplorer la fin d'un roman national ou l'absence d'un grand récit. Mais faut-il vraiment regretter le fait que les anciens repères, ceux de la politique de puissance et de domination, aient disparu ? Contrairement à ce que beaucoup voudraient nous faire croire, cette disparition n'est porteuse d'aucun danger. Au contraire, elle nous met simplement en demeure de repenser nos catégories d'appréhension du monde et faire pleinement droit au savoir politique des citoyens et des citoyennes. C'est ce que les participants au rassemblement, mais pas seulement eux, j'ai essayé de le montrer, ont commencé à faire en plaçant au cœur du débat public une idée neuve, faire du politique l'objet de la politique. C'est la manière dont ce déplacement s'opère que nous avons essayé de restituer dans le principe démocratie en dessinant les contours du politique en train d'émerger.
Discerner ce qui advient réclame un premier effort, se déprendre de nos anciennes manières de penser. Et dans ce cas, il faut résister à l'inclination qui conduit à réduire le politique à une activité réservée aux professionnels de la politique et qui s'articule autour des notions de pouvoir, de stratégie, de basse manœuvre, de hiérarchie, d'éducation des citoyens ou d'émancipation des dominés. Se dégager de ce travers, de ces catégories anciennes, et qui reconduit inlassablement une distinction entre la masse des citoyens ordinaires qui seraient amorphes, dépolitisés, indifférente ou simplement ignorante, cette masse de citoyens ordinaires, de ceux qui savent comment et vers où il faut diriger cette masse. Donc, se déprendre de cette idée, de cette séparation, est indispensable si on veut entendre ce que vouloir la démocratie veut dire aujourd'hui et indiquer ce que cette volonté annonce pour le politique de demain. Pour finir, je voudrais donc revenir sur l'idée selon laquelle, une idée qui a beaucoup couru, les rassemblements n'ont été que des défoulements puérils et inutiles puisque le pouvoir n'a en rien bougé. Ce constat est indubitablement juste, mais il est trompeur, puisque ce genre de mouvement ne cherche précisément pas à faire tomber un régime ou un gouvernement, même si cela est arrivé parfois dans quelques endroits. Reste que 500 000 personnes qui occupent pendant des semaines des places publiques en organisant leur vie collective par elles-mêmes n'a rien d'anodin ou d'anecdotique. C'est une rupture radicale dans la routine de l'exercice du pouvoir qui ne manque jamais d'avoir un impact sur la vie politique d'une société, dans le court comme dans le long terme. Pour relever les effets de cette rupture, il faut porter attention aux signaux qui indiquent un changement d'époque. C'est ce qu'on a essayé de faire. Mais la liste est bien sûr très difficile à dresser, parce qu'on est assez conscient du fait qu'on n'est jamais à l'abri d'une illusion qui nous fait prendre pour un mouvement profond ce qui n'est qu'une onde de surface. Mais enfin, on peut tout de même pointer quelques-uns de ces signaux qui se sont manifestés à l'occasion de l'ensemble des rassemblements qu'on a vu fleurir sur la planète. Par exemple, une nouvelle rhétorique des pouvoirs qui porte aujourd'hui la promesse de diriger autrement, de gouverner autrement, de faire de la politique autrement, ou une volonté plus affirmée de la part des gouvernants d'associer directement les citoyens et les citoyennes à la gestion des affaires publiques, ou des tentatives pour rajeunir et diversifier le personnel politique, un changement des règles de la représentation, même jusque l'introduction des primaires pour la nomination des chefs de parti, ce qui est un changement assez radical. En général, les partis se fondent et s'organisent autour d'une figure charismatique, et que ce soit les adhérents qui doivent aujourd'hui voter pour leur chef pourraient faire sourire, ou en tout cas serait un effet de ce changement. Mais s'il faut une preuve tangible de l'effet que les rassemblements ont produit, on la trouve dans la création de ce que je nomme des partis mouvementistes, qui ont été consacrés par le vote populaire. Donc le mouvement des Cinque Stelle en Italie, Podemos en Espagne, Syriza en Grèce, ou Zivisi, ou des partis pirates, ou Nouvelle Donne, ou d'autres partis encore en Pologne, par exemple, aujourd'hui. Et les rassemblements ont établi un fait. Le modèle de parti politique centralisé et hiérarchisé qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui est arrivé à épuisement. Et ce qui s'en est suivi a consacré une inversion radicale. Ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire des partis qui n'étaient pas des partis qui se présentaient au vote et qui obtenaient 20 à 25% des votes des électeurs. Donc cette inversion radicale, c'est la suivante, je pense, à laquelle il faudrait faire attention. Ce ne sont plus les partis qui forment l'opinion publique et structurent son expression dans les termes qu'eux-mêmes fixent, mais ce sont les citoyens qui se donnent le type de parti qui leur permet de satisfaire les souhaits et les besoins qu'ils conçoivent de façon autonome. Tel est le terreau sur lequel les partis mouvementistes sont nés. Un des paris que ces partis doivent relever est de ne pas trahir l'esprit de démocratie réelle dont ils se disent les héritiers. En faisant usage des possibilités de consultation de masse que fournit l'informatique, ils ont mis en place un type d'organisation à direction éclatée en laissant la définition des problèmes politiques, les nominations, les finances et le contrôle des élus à la responsabilité directe des adhérents, pas à la responsabilité du chef, et en plaçant la question du fonctionnement même de la démocratie au cœur du débat public. Le défi des partis mouvementistes est immense, s'en remettre aux citoyens et aux citoyennes en matière de gouvernement. Ce qu'ils entendent faire en comptant sur la vigilance des adhérents pour contrer la dérive oligarchique qui menace toujours
lorsqu'une organisation entend garantir sa force et ses succès dans l'espace politique. Et l'affaire, on le sait, n'est pas simple. L'émergence de ces partis n'est pas le seul phénomène qui pointe vers un nouvel horizon de la démocratie. D'autres changements ont lieu sur des plans radicalement différents qui contribuent à bouleverser le rapport des citoyens au pouvoir. L'indépendance et l'autonomie se gagnent chaque jour avec le développement de multiples initiatives, que ce soit en matière d'énergie, de monnaie, d'échanges non marchands, de création d'entreprises, de circuits de consommation et de production. Et on peut penser que plus les citoyens et les citoyennes prendront en main l'organisation collective de leur vie quotidienne, plus les pouvoirs se résoudront à abandonner certaines prérogatives sur lesquelles ils conservaient jalousement le monopole. Je vais conclure sur une métaphore. Le monde du politique a de nouveau tremblé en 2011, et le choc a fait apparaître certaines des lignes de fracture qui courent de façon souterraine dans les sociétés contemporaines. Tout bon sismologue sait que les répliques suivent à très courte échéance la première secousse. Nous vivons dans ces répliques, et on peut penser qu'elles n'ont pas fini de faire sentir leurs effets. Les rassemblements ont rendu publiques certaines de ces ruptures et préfiguré le politique de demain. Mais chacun sait que les sismologues ne parviennent toujours pas à prévoir ni le lieu, ni la force des prochaines collisions. En attendant, on construit des bâtiments qui respectent des normes antisismiques. Le principe démocratie, notre livre, suggère que, pour ce qui concerne l'ordre de nos existences collectives, ces normes devraient prescrire un accroissement radical de la démocratie comme forme de vie. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci pour votre conférence. Très, très complète, très enrichissante. Alors, j'ai une question, un petit commentaire, une question à vous apporter. Dans ce que vous nous avez dit, on pouvait penser qu'avant les années 50, 1950, dont vous avez fait allusion, il y avait le politique, tel que vous l'entendez, c'est-à-dire la citoyenneté, les citoyens qui s'occupaient de la politique. Et puis il y avait la politique qui avait des pouvoirs. Et il me semble, moi, que jusque dans les années 50, la politique pouvait exercer le pouvoir qui était demandé par le politique, par le citoyen. Vous avez fait allusion aujourd'hui au FMI, au fonds de pension, à tout ça, qui me semble être aujourd'hui les décideurs de ce qui se passe dans le monde. Donc il y a aujourd'hui 3 niveaux. Il y a le niveau des décideurs, il y a le niveau de la politique, tel que vous l'appelez, ceux qui font leur métier de la politique, et il y a le métier du politique, de la citoyenneté, qui voudrait agir sur ce qui se passe. Quel est le problème de la politique, qui est entre les décideurs et entre le citoyen? C'est qu'ils ont un problème d'existence. Leur gros problème, c'est d'exister. Ils n'existent plus. Plus personne, pardonnez-moi, mais peu leur font confiance aujourd'hui et peu font confiance au fait qu'ils puissent avoir une influence sur les décideurs qui sont au-dessus. Donc, ils ont des gros problèmes d'existence. Et vous avez parlé des primaires, et je trouve que ça reflète tout à fait bien. S'ils veulent continuer à exister, il faut que quelque part, ils fassent semblant de dire au peuple, c'est vous qui allez décider de notre représentant. Alors là, après, une fois qu'on aura fait ça, on sera content, c'est nous qui avons décidé. Mais les décideurs seront toujours au-dessus, et puis les citoyens, ça ne marche plus, si? Les citoyens ont eu l'impression quand même de participer à quelque chose. Je crois que c'est la disparition de la politique, telle que vous l'entendez, qui est le gros problème aujourd'hui. Alors effectivement, vous avez dit, soit on va vers du fascisme, soit on va vers, je ne sais quoi, on n'a pas encore trouvé. Voulez-vous que j'alimente la discussion? Je n'ai pas l'intention de répondre en vous assénant des vérités, mais de voir la perplexité dans laquelle on est tous. En vérité, évidemment, le schéma que vous présentez, tout le monde se le figure facilement. Néanmoins, donc je vais assumer cette parole en excusant l'absence de centralogie, donc je vais quand même devoir parler. Là, je ne pourrais pas parler pour deux, donc dans les réponses, c'est quand même moi qui vais parler. Donc, tout le monde se dit bien que c'est cet argent qui circule, ce capitalisme financier, c'est eux qui décident. Mais on est dans une circonstance dans laquelle, néanmoins, la politique, celle-là, continue à exister. Et puis,
on ne peut pas nier qu'on y croit un petit peu. C'est-à-dire qu'on s'emballe, on s'excite un petit peu. On pourrait dire, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi une élection présidentielle en France, tout le monde un petit peu, il y a de l'adrénaline qui circule. On dit, ah oui, ils vont changer le monde. Et le lendemain, on dit, ah ben tiens, on s'est encore planté. C'était pas ça. Donc on voit bien que la politique n'a pas disparu. Et donc là, ce que je voulais dire en disant que je m'exprime en mon nom propre et pas à celui de Sandra, tant que les structures étatiques n'auront pas disparu, la politique continuera à exister. Voilà. Le jour où il n'y aura plus que le monde financier et des citoyens, réunis en petites communes, comme à l'époque de la Renaissance italienne, où chaque ville était autonome et tout ça, tant que ces structures-là, et je pense qu'elles sont là pour durer un petit peu, elles ne vont pas s'effondrer, les frontières ne vont pas s'abolir directement, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Je ne vois pas, à courte échéance, les structures étatiques telles qu'elles fonctionnent avec cette organisation de l'ONU, enfin bon, les pays tels qu'ils existent, disparaître. Tant que les pays ne disparaîtront pas, il y aura toujours un gouvernement. C'est très, très pragmatique ce que je dis. Donc voilà, la politique est là pour rester. Et donc la question, elle est de savoir comment on change ce que la politique fait. Alors, évidemment, ce que vous dites est assez juste. On pense, on voit, on observe que ce niveau-là, dans lequel on a peut-être trop investi en termes de pouvoir, s'est dessaisi, et je l'ai dit à Essian, s'est dessaisi de son pouvoir dans un projet qui était un projet de dessaisissement. Et quand j'ai dit que une des difficultés, en tout cas telle que moi je peux la ressentir, c'est la suppression des États a deux facettes. Donc il y a la facette libérale, en disant on n'a pas besoin que le politique vienne nous dire comment on va faire du profit, et donc on va essayer de se débarrasser de ces gêneurs. Mais de l'autre côté, du côté gauche, il y a vraiment une idée que l'État est quand même un mal absolu et qu'il faudrait rendre le pouvoir au peuple. Et ce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui, c'est que face au pouvoir des marchés, comme on dit, les politiques sont impotents. Mais pourquoi les politiques ne peuvent pas reprendre le pouvoir ? Je pense parce qu'une grosse partie ne considère plus que l'État doit faire ça. Et pourtant, les peuples pressent l'État d'intervenir. C'est pour ça que la tension entre fascisme et démocratie est si forte. Et c'est pour ça que je trouve une grosse erreur des gens de gauche, c'est de dire qu'on va vous mettre un État protecteur. Un État protecteur, c'est quelque chose que les fascistes organisent beaucoup mieux et totalement que des gens de gauche en général. Et je pense que le discours des gens de gauche doit être un discours du droit, c'est accroître les droits individuels et collectifs des personnes, et pas du tout dire on va vous protéger. Et je pense, ça c'est une petite erreur là, mais ce qu'on voit bien, c'est l'état difficile dans lequel on est. Donc, pour un tas de raisons, et je pense dans ces raisons historiques, évidemment je suis d'accord avec vous, la question des années 50 c'est un marqueur un peu rapide, mais parce que, en gros c'est une sorte de cycle qui commence avec dans nos contrées, en tout cas, avec la création de l'État social, ce qu'on a appelé l'État-providence, et sa destruction aujourd'hui. Donc on a une sorte de... un petit modèle réduit de mouvements qui se sont produits et qui, je pense, je regarde la salle, à la dimension de nos vies, on a pu voir ça. Donc on a vécu un certain... Et puis on voit... Alors, je ne sais pas, les jeunes générations, elles ne voient que ce qui arrive aujourd'hui, mais nous, on a cette durée-là, malheureusement, on a cette durée-là. Et... c'est pas parce que je suis né dans cette année-là que j'ai pris cette année-là, mais voilà. Donc, on est là. Alors, pour être un tout petit peu sympathique avec les gens qui s'occupent de la politique, encore une fois, je ne vois pas très bien, peut-être que vous avez une idée, je pense, oui, je sais, certaines personnes ont des idées là-dessus, comment on se séparerait d'un organisme comme un gouvernement, un parlement. À vrai dire, je ne vois pas très bien. Et donc, on peut avoir un peu de pitié pour ces gens-là, malgré le théâtre dans lequel ils évoluent, en disant, voilà, historiquement, il s'est passé cette chose où les États se sont dessaisis volontairement des prérogatives de pouvoir qu'ils avaient. Et leur problème aujourd'hui, pour autant qu'ils le veuillent, et je pense que la pression des peuples fait ça, il faut qu'ils ressaisissent sur les marchés ou, par exemple, renationaliser des banques. Enfin,
le problème, c'est que je ne vois pas très bien où est le personnel politique qui aurait cette théorie-là, c'est-à-dire de redonner à l'État une puissance, à part les gens qui se trouvent vraiment à l'extrême droite, qui eux ont une idée très claire que c'est à eux de décider et le peuple doit suivre, point. Donc là, il y a une difficulté. Alors on voit ça, c'est cette espèce de mouvement un peu erratique qu'on ne comprend pas très bien, où un jour on dit on va fermer les paradis fiscaux, on va taxer les gens, et rien ne se fait. Et ça, voilà, on est observateur de ces choses-là. Il y a toutes sortes de mesures, les gens s'excitent un petit peu, et puis ça disparaît, et rien n'a changé. Bon, on observe ces choses-là. Je pense que c'est là où le rapport entre l'eux et la politique joue, me semble-t-il. Hein. Alors, quel va être l'effet? On voit bien, par exemple, pour Wall Street ou pour les gens qui ont dit on va abattre la finance mondiale. On voit que cet objectif-là, je peux voir des manières d'y arriver, mais elles sont totalement, je crois, inadmissibles pour les populations. C'est la manière dont la mondialisation fonctionne aujourd'hui fait que les personnes qui sont responsables des décisions qui nous font mal sont inatteignables. Et bon, encore une fois, Occupy Wall Street, c'était très bien de se mettre devant Wall Street et de dire arrêtez, vous êtes 1% de prédateurs et qui vous gavez, et nous on est 99% qui souffrons, et donc écoutez, rendez-nous le pouvoir. Bon ben oui, c'est gentil, mais on sait bien que c'est pas comme ça que ça va marcher. Hein. Bon, donc voilà, on est là, dans ce moment-là. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est observateur. Je pense qu'on n'est pas aveugle. Je crois que les citoyens et les citoyennes que nous sommes voyons bien ces choses-là, parce que d'une certaine manière, ça se présente devant nous. Et donc, c'est à nous, d'une certaine manière, de peser. Et c'est là où je dis, voilà, si on voit une série de mouvements, un changement de sensibilité, une série d'attitudes qui tranchent sur ce qu'était notre ordinaire de la politique, bon, ceci dit, je ne suis pas devin, je ne suis pas prophète, je suis comme vous, et je me dis, bon, en tout cas, entre l'option, la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est de faire assez attention dans une critique de la démocratie. Je le dis parce que vous n'êtes pas le premier public que je rencontre depuis qu'on a écrit ce livre, qui est paru en septembre dernier, et je suis toujours frappé par ça, cette espèce de convulsion antidémocratique, et elle m'effraie un petit peu. Et la question des deux, la critique interne et la critique externe, est venue de discussions qu'on avait avec des salles comme celle-ci, où souvent les gens sont prêts à bazarder l'ensemble du dispositif démocratique sous prétexte qu'on n'est pas satisfait aujourd'hui. Là, on essaie de dire attention. Oui, bonsoir monsieur. J'ai un peu bondi quand vous avez dit qu'il fallait laisser le discours de l'État protecteur aux fascistes, enfin aux droites générales ou en principe au gouvernement autoritaire, et que la gauche devrait avoir un discours de droit. Et la seconde fois où j'ai bondi un peu, c'est quand vous avez laissé entendre qu'il fallait avoir un peu de pitié pour nos gouvernants qui étaient impotents et qui étaient là, qui faisaient leur possible. Moi, sur ce deuxième aspect, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a une collusion, pas un complot, une collusion entre la finance et les gouvernements qui sont en place. Il n'y a qu'à regarder la représentation populaire. Je parle de la France pour l'instant, parce que je n'ai pas une vision globale, mais pour la France, ce sont des personnes qui ne sont pas issues des milieux populaires, des milieux précaires ou autres. Ce sont des personnes qui ont des intérêts, et on le voit très souvent, les experts qui passent à la télé, dans les grands médias, sont des personnes qui sont envoyées par des groupes financiers pour défendre leurs intérêts. Et ils le font très bien, si vous voulez, hein, sans problème. Alors bien sûr, il y a un discours qui est produit, il y a les effets qui sont remarquables. Et à ce niveau-là, il n'y a pas tellement à tergiverser. La première partie, donc, où je voulais en venir, je pense que un pouvoir de gauche, un gouvernement de gauche, doit avoir la préoccupation du peuple, à mon sens, hein, et c'est le terme de démocratie, c'est-à-dire qu'il doit s'occuper de tous, y compris de la protection. Et c'est le sens, d'ailleurs, du contrat social. C'est la protection contre la sécurité, la protection contre, si vous voulez, une forme d'adhésion et de compromis. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait le laisser. Je pense qu'il y a effectivement un abandon dans les faits des gouvernements de gauche comme de droite. Bon, la droite, c'est tout à fait logique, il y a un intérêt à défendre, mais du gouvernement dit de gauche, en tout cas le gouvernement qui est à l'œuvre, qui n'est pas, pour moi, à mon sens, qui n'est pas du tout de gauche, qui produit une politique de droite, absolument.
Et dans ces cas-là, je pense que les alternatives de gauche ne portent pas assez là-dessus. Ils ont abandonné le terrain, effectivement, aux fascistes. Est-ce que vous pensez que la vision que j'ai de la France est approximativement celle-là? Et troisièmement, comment est-ce qu'on pourrait faire effectivement pour, dans un premier temps, au moins garder une forme de démocratie parlementaire, mais en ayant une représentation effective de l'ensemble de la population. Merci. Écoutez, encore une fois, on peut juste participer à la conversation. Je suis comme vous et je partage une grande partie de ce que vous dites en tant qu'observateur. Alors, la seule chose, en tant que sociologue, j'essaye, quand j'ai ces sentiments, de revenir sur ces sentiments et d'essayer de refroidir mon irritation et d'essayer d'être plus calme dans ce que je fais. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. Et donc, c'est à ce titre-là que je peux dire, bon, regardons ce que font les hommes et les femmes politiques, non pas directement avec... le sentiment qu'on a quand on lit Le Canard enchaîné toutes les semaines, voilà. Donc j'essaie de faire un peu, de rétablir la balance, même si, disons, mes affects vont dans un certain sens qui doit être à peu près celui, je pense, partagé peut-être par la salle. Donc sur le constat, oui, en effet, il y a ça. Alors, par contre, oui, tout ce que vous dites, c'est vrai, là, mais comment faire, par exemple, pour que l'idée que la représentation nationale ne représente pas la France aujourd'hui est une idée qui court. Donc, la question est comment on fait ? La question est aussi, et si on avait un Parlement qui représentait vraiment la nation, est-ce qu'on irait mieux ? Est-ce qu'on aurait plus de contrôle sur les fonds de pension ? Voilà, mais... On va déjà régler la première, on va déjà dire, bon, essayons. C'est pour ça que je dis que la politique reste encore là. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui, entre les grands problèmes qui nous assaillent en termes d'incapacité à dominer nos vies économiques, on va dire d'une certaine manière, et notre impuissance en tant que citoyen, il y a des petites questions qui nous préoccupent aussi. Donc celle de la représentation, je pense qu'elle est posée clairement, elle est délicate, et je crois que les partis mouvementistes, précisément, c'est pour ça que moi j'étais attiré par ce qui se passait dans ces partis-là, qui portent cette revendication-là, qui disent, ils partent de cette idée qui a été scandée sur les places, vous ne nous représentez pas. Ou que se vayan todos, bon, voilà, c'est à peu près ça. Ça veut dire, cette exigence-là, elle est énoncée, elle est défendue par beaucoup de gens dans la rue, et devant, disons, l'incapacité manifeste des partis à renouveler... Alors, il y a aussi... comment dire, on ne peut pas, dans un parti qui a de moins en moins d'adhérents, penser à renouveler vraiment les cadres s'il n'y a pas de personnes qui y viennent dans le parti. Donc, il y a... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que s'il y avait 500 000 adhérents ou 1 million d'adhérents dans un parti, on pourrait avoir peut-être les gens qui seraient présentés aux élections représenteraient plus la nation. Mais si les gens qui rentrent dans le parti ne sont plus que 80 000, 50 000 et viennent tous des classes moyennes supérieures retraitées, le choix est limité. Est-ce que je me fais comprendre ? Voilà. Donc il y a quand même un manque d'investissement des citoyens. Ça, il faut quand même le dire. C'est qu'on regarde ça en spectateur, et je m'inclus dans ce lot, hein, et on n'y va pas. On ne met pas la main dans le cambouis. Ce que j'admire beaucoup chez pas mal de gens qui ont lancé ces partis, que j'essaie de suivre, de regarder sur Internet, parce que c'est dans tous les pays du monde, c'est des jeunes gens qui décident de faire de la politique. Je raconte une histoire. Donc, il y a eu un très très grand mouvement social en Israël, où donc 400 000 personnes sont descendues en scandant « on veut la justice sociale », bon, parce qu'il y a un très très grand appauvrissement de la société, une très très grande injustice, des écarts entre riches et pauvres qui n'ont jamais été vus et qui rend la vie impossible aux Israéliens. Donc ils se mettent dans les rues avec des tentes, ils occupent la place, comme partout ailleurs d'ailleurs, en se revendiquant du printemps arabe aussi, et puis le mouvement s'arrête comme tous les autres mouvements. Et quelques-uns, comme partout ailleurs, quelques-unes des personnes qui sont des organisateurs, pour ne pas dire des leaders, parce qu'il n'y a pas de leaders, décident quand même de... ce que j'ai dit, en contradiction avec leurs idées qui étaient contre les partis, de dire mais c'est quand même au Parlement qu'on fait la politique. Et donc ils décident d'aller au Parlement, de rentrer dans le Parlement. Et donc une de ces organisatrices, qui s'appelle Stav Shafir, avant de faire ce pas, décide de faire le tour du pays
en Israël et de demander qu'est-ce que nous devons faire maintenant. Et demander aux gens, aux citoyens. Donc elle circule dans tout le pays et elle demande aux personnes qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà, on a fait le mouvement, rien n'a changé. Qu'est-ce qu'on fait? Et elle a tiré une conclusion que j'aime beaucoup, qui consiste à dire tout le monde m'a donné plein d'idées, dans tous les sens. Mais il y a une seule chose que j'ai retenue d'avoir rencontré tant de gens, c'est cette chose-là. Toutes les personnes au-dessus de 40 ans m'ont dit « faites de la politique ». Toutes les personnes en dessous de 40 ans m'ont dit surtout la seule chose à ne pas faire, ne faites pas de politique. Cette idée-là, l'idée que les jeunes, enfin qu'on ne peut pas s'engager, et donc après elle arpente les scènes en disant moi j'ai décidé, j'ai 26 ans, j'ai décidé maintenant les 15 prochaines années, c'est mes affaires, c'est ma vie, c'est notre vie collective, et moi je fais de la politique maintenant parce que c'est là que ça se fait. Toutes les lois qui sont prises, tout ce qui organise notre vie, c'est au Parlement que ça se fait, pour autant qu'il y a un Parlement qui fonctionne. C'est la même chose qu'on voit au Canada, qu'on voit au Chili, qu'on voit... Et dans les partis qu'on voit naître maintenant en Europe. C'est-à-dire c'est des gens qui décident, malgré tout le dégoût que le monde politique... Alors, il y a le dégoût, mais il y a aussi le fait que ça coûte beaucoup. C'est-à-dire s'engager, c'est très prenant, ça bouffe la vie privée, et on n'a pas vraiment envie de le faire, et pas vraiment le temps de le faire. Pas nécessairement, parfois les gens pensent qu'ils n'ont pas les capacités non plus, mais enfin bon, peu importe. En tout cas, s'engager, c'est très prenant. Et donc, c'est un saut à faire que les gens ou les jeunes générations ont légèrement oublié de faire. Je vais dire juste je ne vais pas être trop long, mais je vais dire une petite chose après, annexe de ça. Mais en tout cas, concernant la politique, il faut quand même bien voir le refus de rentrer dans le politique qui fait qu'on a ce personnel politique-là aussi. Donc, les partis type Podemos, Syriza, tout ça, recrutent des personnes qui, précisément, appartiennent plutôt à des gens qui n'ont pas... Par exemple, il y a des règles à Podemos, pas à Syriza, mais à Podemos, où une des conditions pour faire partie du parti, c'est de n'avoir jamais été dans un parti. Donc, mais en tout cas, on voit là naître, et c'est pour ça que je dis qu'il y a un niveau de politisation assez épatant, là, mais on peut prendre tout le continent africain, toutes les générations, les nouvelles générations qui manifestent constamment dans les rues, qui font valoir leur point de vue. Bon, il y a, où je pense au printemps érable, ce qu'on appelait le printemps érable au Québec, où les gens, que ce soit en Chine aussi précédemment, ou en Russie maintenant. Bon, voilà, c'est ça. Une des questions que nous, ici, devons nous poser, c'est est-ce qu'on veut vraiment faire cette chose-là ou est-ce qu'on veut rester spectateur de ce monde qui nous dégoûte un peu? Voilà, c'est une des choses importantes. Alors, après, encore une fois, pour le reste, savoir si... Oui, alors, attendez, un mot en parallèle des gens qui décident de faire de la politique, il y a toutes sortes d'initiatives que j'ai essayé d'évoquer rapidement, de personnes qui vont faire de la politique... Enfin, qui vont faire de leur vie un acte politique. Donc, des personnes qui vont organiser leur vie à l'écart du monde productiviste, du monde de la consommation et même du monde de la représentation. Donc il y a énormément de gens comme ça qui entendent s'auto-organiser et qui pensent, à juste titre, que leur action est une action politique. Donc ceux-là, de toute façon, n'iront pas dans ces sphères où on vise à rentrer au Parlement, ou en tout cas, on vise à porter une parole collective. Donc il y a ces deux mouvements quand même politiques assez forts, d'une part qui sont en retrait, pour partie, mais où beaucoup de gens qui sont dans ces mouvements-là considèrent que leur action portera des fruits sur la redéfinition même des sociétés. Je pense qu'ils n'ont pas tort, d'une certaine manière. Ce sont beaucoup de ce que j'ai évoqué un petit peu, les gens qui essayent d'avoir une autonomie énergétique, par exemple, donc qui se soustraient à EDF, disons. Les gens qui font des monnaies locales, il y a énormément de gens qui parviennent à organiser, c'est assez étrange, mais un monde hors de la souveraineté nationale, hors du contrôle de l'État, strictement dit. Bon. Et c'est quand même, s'il y a beaucoup de gens, il faut quand même considérer ça, si beaucoup de gens, si 50% de la population est dans des systèmes d'organisation qui ne dépendent pas directement du contrôle de l'État, ça fait assez étrange comme une société. On a en fait deux sociétés qui vont... Et moi, je suis assez attentif, je suis assez ce mouvement-là pour... bon. Donc ça, c'est les deux points sur la politique. Et donc,
encore là où tout ça va jouer dans l'espace de la représentation démocratique, dans l'espace public de la démocratie, ce qu'on peut appeler l'espace public de la démocratie. C'est cet espace où, d'une manière ou d'une autre, les citoyens veulent être entendus, veulent peser sur leurs affaires quotidiennes. Alors après, évidemment, quand on leur dit « oui, mais attendez, les emplois partent en Chine », là, je ne peux pas peser. Bon, mais il y a encore une petite zone comme ça où on peut quand même organiser nos vies avant que ce soit vraiment une catastrophe terrible. Bon. Et après, un dernier mot juste pour la collusion. Oui, je ne sais pas, évidemment que ça vient, qu'on peut dire ça. Bon, je vais laisser le bénéfice du doute, d'une certaine manière. Je préfère, disons, laisser le bénéfice du doute. Je ne pense pas, évidemment, que des lobbies existent, évidemment que la puissance d'argent pèse et achète des représentants qui vont essayer de faire passer des lois d'une certaine manière. Mais, par chance, on a pas mal d'exemples du fait que, dans l'autre sens, ça marche aussi. C'est-à-dire que des voix de citoyens ou d'organisations s'expriment et font passer des lois qui vont contre les monopoles financiers. Peut-être moins que dans l'autre cas, c'est possible, mais on a assez d'exemples du fait que ce qu'on appelle des luttes parviennent à mettre des coins, à embêter un peu les puissances d'argent, à rendre leur trafic un peu plus compliqué. Et donc là aussi, je pense que l'espace public de la démocratie permet une action. Elle est éminemment pas grandiose au sens où soudain les banques vont disparaître, soudain les puissances d'argent, soudain l'arrogance des puissants va s'arrêter. Il y a peu de chance. Mais en tout cas, voilà, on est quand même dans un espace qui est un peu ouvert. Il n'est peut-être pas satisfaisant, mais je pense que ça existe encore. Et je ne pense pas que l'ensemble des représentants soient vraiment tous vermoulus. Donc je crois qu'il y a quand même des gens... On le dit souvent, pas mal de gens honnêtes, tout ça. La question, encore une fois, je répète, ce qui, moi, me semble important, c'est que la question de savoir comment... Oui, je m'excuse de parler si longtemps. La question de savoir comment faire avec l'État, c'est une véritable question. Je crois que cette sensibilité nouvelle que nous partageons tous ne nous pousse pas à aimer l'État. Je ne le crois pas. Et c'est difficile de demander, parce que le seul pouvoir public qui peut nous défendre contre des puissances d'argent, c'est quand même ça. C'est la seule chose qu'on a entre les mains. Ou l'Europe. Donc chacun va choisir soit d'aller à l'Europe et d'essayer de peser, soit de le faire dans un Parlement national. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre collectivement comme force à déployer contre ces puissances-là ? On ne voit pas. S'il y en avait, dites-moi, informez-moi, dites-moi comment ça marche. Voilà. Donc c'est dans cette semi-impuissance qu'on doit essayer de travailler. Ah, pardon. Est-ce qu'on m'entend mieux ? Oui, tout à fait. Excusez-moi. Donc, je vous remercie pour nous permettre ce débat ce soir. Mais je reviens justement sur une des dernières phrases que vous avez dites. Vous avez dit, quelles sont nos possibilités pour changer cette société ? Et alors, moi, il me semble, d'abord, nous sommes à une société charnière, où justement, on va vers beaucoup d'inconnus, et il n'est plus possible de vivre comme il y a 60 ou 70 ans, parce que le monde a évolué, nous avons évolué. Mais par contre, il me semble que nous avons une force fantastique, que sont nos bulletins de vote. Et ça, il faudrait quand même qu'on apprenne à s'en servir. Le bulletin de vote, là, oui, la force essentielle, c'est le bulletin de vote. Alors par contre, il y a aussi un autre élément qui va nous contrarier un peu, c'est que dans nos sociétés actuelles, en tout cas en France, nous sommes à 50-50. C'est-à-dire qu'il y a deux visions du monde politique chez nous. Et pour l'instant, en plus, viennent chapeauter toutes ces grandes sociétés mondiales qui essaient de faire du fric sur d'autres dos. Donc, micro, je ne sais pas comment il faut... Mais là, je ne sais pas alors si c'est moi qui... Ah, pardon. Carrément, il faut carrément se coller. Donc, je pense que même si nous avions la possibilité de faire changer les choses, il y aura toujours 50% de la société qui ira à l'encontre des 50% adverses, des votants. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Mais par contre... j'approuve également ce que vous avez dit concernant les gens qui se mettent un petit peu en retrait. Parce que ceux-là vont faire tache d'huile. Et ceux-là vont peut-être grandir au niveau de nombre et pouvoir faire basculer justement les tendances actuelles. Nos politiques, c'est nous qui les mettons en place. Il y a une phrase qui dit « on a les gouvernants
qu'on se donne. Et ça, c'est pour ça que je dis que le bulletin de vote est peut-être très important. Alors, encore une fois, je ne peux que partager l'essentiel de ce que vous dites. Il y a quand même quelque chose qui est assez particulier qui, dans votre 50-50. Alors c'est vrai que pour aller très très vite, parce que je parle trop, il y a une spécificité française quand même qui est la Ve République. Et je crois que le 50-50, il est marqué, très très marqué, à cause de ce que je nomme, moi, un étouffoir de la démocratie, qui est la constitution de la Ve République. En fait, tout le monde s'est coulé en une cinquantaine d'années dans un moule où on attend, quelle que soit l'idée qu'on en a d'ailleurs, d'un chef providentiel qui va... Peut-être pas providentiel, mais en tout cas, l'idée qu'il faille avoir un président et que tout remonte à cette personne-là est une véritable catastrophe. Qu'on ne retrouve pas dans les pays européens. J'ai la chance de circuler ou d'habiter souvent à l'étranger. La France est un pays très très particulier dans ce 50-50. Récemment, je lisais un article sur... on parle maintenant de la réforme du collège. Alors peut-être je vais vous paraître complètement déphasé, mais c'est totalement grotesque l'hystérie qui se dégage de ce débat, où les gens forcent des positions, alors qu'on sait que quelques années auparavant, ils étaient au pouvoir, ils ont fait exactement la même chose, même pire. Et ils viennent maintenant nous raconter que c'est vraiment l'abomination, que c'est, je sais pas quoi, on envoie les gens dans un goulag où la fin de la France est annoncée. Bon. Ça, je dois dire que, vu de l'étranger, c'est vraiment étonnant. Comment se fait-il... Alors, je dois dire, en tant que citoyen français, que j'ai beaucoup apprécié, j'ai adoré, je trouvais que c'était le meilleur moment de la vie politique française, la cohabitation. J'ai trouvé que c'était une chose que tous les Français adoraient, sauf le personnel politique. Eux, ils ne supportaient pas du tout cette idée-là. Et d'ailleurs, l'unanimité a été faite pour supprimer la cohabitation. Ouais. Alors que c'est le seul moment où il y avait un peu de paix, on pouvait un peu discuter, on pouvait se dire, bah, tiens, en fond, il y a des affaires qui nous occupent et que les clivages droite-gauche, c'est peut-être triste, mais voilà, ils ne sont plus vraiment visibles. Hein. En tout cas, les vrais clivages droite-gauche, ils ne sont pas là où il faudrait qu'ils soient. Donc là où il faudrait qu'ils soient, en tout cas, on n'en parle plus, mais là où il y a les questions qui se posent, les clivages sont très faibles. Donc de ce point de vue-là, pour moi, la vie politique, elle est absolument grotesque et hystérique ici. Et elle l'est, me semble-t-il, parce qu'on a été complètement comment dire, étouffé dans une organisation démocratique que dans d'autres pays on a. En particulier, j'ai plein d'anecdotes comme ça de gens, toutes sortes d'initiatives qui se prenaient de façon locale et on disait arrêtez parce qu'il y a l'élection présidentielle le mois prochain. Ou, en fait, en gros, pour le dire encore plus terriblement, j'ai rencontré une fois, j'avais été invité pour le bouquin sur la désobéissance civile dans une section du FSU, et les gens voulaient faire pour la question des retraites, quand il y avait quand même un assez grand mouvement, rarement on avait vu un mouvement où il y avait 3 millions de gens dans les rues pour demander la fin des retraites, et en fait ce mouvement s'est arrêté sec alors que les militants de base voulaient passer à la grève générale pour faire tomber le gouvernement en disant ça passera pas, et on les a bloqués en disant dans 1 an il y a l'élection présidentielle, on peut pas la rater, et si vous faites la grève générale, vous nous gâchez l'élection présidentielle. Une attitude de ce type-là, c'est vraiment la fin de l'initiative des gens à la base de vouloir s'exprimer politiquement. Et c'est une anecdote, mais quand on pense, par exemple, quand on regarde ce qui se passe pour Syriza, pour Podemos, en Italie, en Belgique, en Allemagne, comment la vie de la société civile est forte et riche et se développe dans des systèmes qui sont fédéraux, dans des systèmes où l'élection est à la proportionnelle, où les gens sont habitués à se parler les uns avec les autres. Ça a l'air tellement surprenant ici de voir que ces gens sont en chien de faïence depuis déjà 50 ans. Ils doivent peut-être en avoir marre, il y en a certains qui en ont marre. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les seuls qui restent pour nous animer, c'est ceux qui sont les plus versés dans ce théâtre-là. Les autres sont déjà partis. Et je pense, mon sentiment, c'est le suivant, que le 50-50 n'existe pas.
En fait, c'est un artefact de l'élection présidentielle, le 50-50. Et c'est très dommage. Donc je ne sais pas, bon, il y a plein de tentatives de gens qui disent qu'il faut changer. Je pense que c'est très juste que si on n'a pas une 6e République qui laisse l'initiative à la base beaucoup plus, on sera toujours à ce truc où au dernier moment, il faut qu'il y ait 50 plus une voix. Et qui ça va être? Alors les gens vont s'enflammer à ce moment-là parce que ce qui va compter, c'est la voix en plus. Donc là, c'est vrai que c'est bien, c'est comme aux courses, hein, c'est comme le PMU, est-ce qu'on va gagner ou pas? Mais le lendemain, il n'a rien à changer en fait. Hein. Donc tant qu'on se laisse berner par ce genre de choses-là, bon, mais on est un peu... Alors, à la fois, on est responsable et pas responsable, parce que, encore une fois, les gens qui ont décidé de passer à l'élection présidentielle à 5 ans, avec élection présidentielle d'abord et législative ensuite, c'est quand même pas nous. Donc voilà, la question, elle est la suivante. Donc ça, je reviens à Stav Shafir qui dit, si on n'est pas au Parlement, on nous fera des lois qui nous diront ce qu'on doit faire et on restera toujours impuissant. Savoir si aller au Parlement va aider, je ne sais pas, mais pourquoi on ne tente pas le coup? Donc ce serait plutôt Occupy le Parlement que Occupy Wall Street dans ce cas-là. Oui. Bonsoir monsieur. C'est en haut. Pardon. Bonsoir. Moi j'avais plus une question par rapport à l'analyse que vous avez fait. Vous avez vu la vision, donc ça serait peut-être... une extrême droite ou sinon des systèmes comme Podemos, etc. Mais je me posais la question, c'est est-ce que vous avez pu imaginer aussi que ça pourrait aussi être un système où on pourrait rentrer en guerre, où la population... dans 10 ans, il y a un certain nombre de personnes qui votent plus, qui seront morts. Donc dans 10 ans, il y aura une grosse partie des gens qui votent, qui vont mourir, puisque par leur âge. Et on va se retrouver avec une population plus jeune. Non, mais elle aura vieilli. Oui, bien sûr, elle aura vieilli, mais elle n'a pas du tout envie de voter comme les gens votent en ce moment. Et moi, est-ce que vous avez imaginé le risque de guerre civile dans votre schéma de démocratie ou la colère par rapport à la politique? Comme vous avez dit que la population de moins de 40 ans n'aimait plus la politique, à un moment, quand on n'aime plus, puis on est bloqué, on n'a pas d'autre solution d'être dans la colère et éventuellement la guerre a existé. C'est pas quelque chose qui n'existera plus, quoi. Bon, je ne sais pas si le micro fonctionne, vous m'entendez là? Bon, ça sert à rien. Bon, je crois que ces discussions, moi, ça me consterne. Ça fait plusieurs fois que je viens et on voit à peu près... Bloquez bien le micro sur la bouche. Ça devrait fonctionner, ça ne fonctionne pas. Ouais. Vous ne pouvez pas cracher dedans quand même. Bon. Parce qu'en fait, ce dont nous souffrons, personne ne le reconnaît apparemment, mais nous avons une véritable maladie auto-immune en France. Parce que ce qui arrive, c'est bel et bien nous qui l'avons fabriqué. Il faut quand même être sérieux avec soi-même, quoi. Depuis plus de 40 ans, nous vivons artificiellement. Nous mangeons notre blé en herbe tranquillement. Nous avons fait des emprunts que nous ne rembourserons jamais. Et personne ne parle de ces problèmes-là qui sont à la base de tout et qui ont donné le pouvoir, comme vous dites, à l'argent. Il l'avait déjà un petit peu, mais il n'a pas eu de mal à le conquérir dans toutes les têtes. En plus, c'est bien ça, que dire maintenant, en 2 coups de cuillère à peau, on va renverser tout ça. C'est complètement stupide, quoi. Or, je vois surtout des discussions qui portent sur des problèmes philosophiques, qu'un est pour, l'autre est contre, etc. L'un va faire du bitcoin, l'autre autre chose. Le problème, il n'est pas là. Il n'est pas de s'en sortir. Il est que reconnaître que depuis plus de 40 ans, que nous vivons à crédit, et le crédit à consommation en particulier, nous nous sommes mis la corde au cou et nous n'avons plus de marge de manœuvre. Alors, pourquoi voulez-vous que le gouvernement actuel fasse mieux que le précédent? Il a ses contraintes aussi. Hein. Il ne peut pas dire on ne va pas vous rembourser parce qu'on nous couperait les crédits quand même. Parce que vous parliez tout à l'heure des fonds de pension. Les fonds de pension, ils défendent leurs pensionnés. Alors pourquoi leur en vouloir? C'est leur sécurité sociale. Il faut regarder les faits en face. Et les faits, ils sont têtus. Et ça, on ne s'en préoccupe jamais. Qui est-ce qui refuse des crédits? Même maintenant, vous allez acheter un truc qui vaut 100 balles, hein, 100 €. On vous propose de payer en 3 fois. Ça ne vous étonne pas, vous, ça? Moi, ça me consterne. Je n'ai pas de crédit, j'en ai jamais eu. Et je peux dire que je ne dois rien à personne. Tandis que tout le monde a des crédits. Et ça, c'est la base même de la crise actuelle et des précédentes.
Et ça dure depuis 40 ans. Déjà à l'époque, je le disais, il y avait placardé sur tous les murs de Paris, prenez vos vacances aujourd'hui, vous les paierez demain. Et en plus, vous étiez assuré, s'il ne faisait pas bon, vous remboursez tout ce que vous aviez versé comme art. Bon, alors, on a été, tous les gens, la plupart, on était bien contents de ce système-là. Et maintenant, comment voulez-vous faire une révolution en cassant tout ça? Mais c'est complètement impossible. On ne peut que l'arranger à la marge. Autrefois, parce que je ne suis pas tout jeune, hein, je suis plus de 40 ans, disons. Hein. Bon, pour les entreprises, grandes ou petites, Saint-Gobain, Péchinet, etc. Non, je finis, je n'en ai pas pour longtemps parce qu'il y en aurait pour parler pendant 15 jours. Bon, lancer des emprunts dans le public, comme la SNCF, comme Air France, etc. Et c'est vous et moi qu'on souscrivait. On avait des obligations qui vous rapportaient tant, ça nous on faisait des économies et on les investissait directement dans les entreprises, en quelque sorte. Maintenant, ce système-là est aboli complètement. Les grandes entreprises ne comptent plus tellement sur leurs actionnaires, qui ont diminué des 3/4, et elles prennent sur le marché international des capitaux. C'est la logique même, quoi. Vous voulez renverser ça, mais c'est complètement stupide, quoi. Parce qu'on n'a rien à mettre à la place. On ne peut pas revenir comme ça subitement 40 ans en arrière. Et aucun gouvernement, on me fait rigoler quand on dit ce gouvernement est de droite, mais il ne peut pas être ni de droite ni de gauche. Il peut faire ce qu'il peut, c'est-à-dire pas grand-chose. Il modifie à la marge, quoi. Mais c'est tout. Moi, je ne leur en veux pas. Ils auraient pu faire pire. Voilà. Oui, bonsoir. Ici, c'est juste une proposition politique. Donc samedi à 14h au Pérou, rassemblement contre Monsanto, c'est-à-dire contre tout ce que représente le capitalisme, c'est-à-dire M. Valls et M. Hollande. Voilà. Est-ce que je peux juste, à moins de 40 ans supplémentaires, peut-il parler? Je voudrais juste rappeler quand même que, on n'a pas que l'État en France comme institution politique. On a la politique locale, on a 36 000 communes. Ça fait quand même beaucoup d'élus. Donc voilà, je pense que, OK, il y a problème effectivement de la financiarisation de notre économie, il y a tout un tas de choses macroéconomiques sur lesquelles on n'a pas de marge de manœuvre, mais je pense que par contre, il y a tout un tas de politiques locales qui existent, qui sont aujourd'hui effectivement plus guidées par la politique que par le politique. Vous l'avez bien exposé, monsieur, et je vous remercie, c'était brillant. Donc voilà, je pense que c'est déjà un point aussi à voir. Et je voudrais aussi rebondir sur ce qu'a dit donc, mon cher camarade de moins de 40 ans, puisqu'apparemment il y a une scission entre cet âge-là, et sur le fait que la solution est dans le bulletin de vote. Eh ben, franchement, excusez-moi, mais quand la revendication, c'est justement de dire que la politique, c'est-à-dire l'organisation de nos institutions, et notre système de représentation va mal, et que c'est précisément peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui on fait plus de la politique que du politique, ça ne donne pas envie de voter. Surtout quand on doit choisir entre la peste et le choléra. Et justement, on s'interroge, moi j'ai peut-être l'espoir, et je ne sais pas si vous avez travaillé sur l'abstentionnisme justement aussi comme une forme de revendication d'une autre forme de politique. Et le jour où nos représentants, parce qu'aujourd'hui c'est quand même ça leur moteur, c'est le fait que les gens votent pour eux, c'est ça qui leur donne leur légitimité à nous gouverner. Le jour où ces gens seront élus à 10% de la représentation, qu'ils n'auront que 10% de vote, quelle légitimité ils auront? Et est-ce qu'à ce moment-là, ils ne s'interrogeront pas sur tiens, peut-être qu'on devrait faire une 6e République, et qu'on change un peu le fonctionnement de nos institutions? Je suis désolé, mais moi je vais en revenir à la conférence et ce sera 2 questions, donc peut-être que vous y répondrez après toutes les interventions. Mais pour en revenir au début de la conférence, il me semble que vous êtes beaucoup axé sur le fait que les rassemblements, ceux qui se rassemblaient contre ceux qui les gouvernent. Et les exemples que vous avez donnés confirmaient la règle à peu près partout, sauf ce qui n'apparaît pas dans votre livre, vu qu'il est publié en 2014, mais vous en avez parlé quand même, le rassemblement du 11 janvier. Donc là, ma question est claire, puisque vous en avez parlé vous-même, est-ce que vous considérez que c'est un rassemblement qui se fait contre ceux qui nous gouvernent aussi? Ou est-ce que vous avez une interprétation à ce phénomène? Et
ma deuxième question, elle est sur une intervention que vous avez faite et quelque chose qui m'a surpris, bon, qui vous apparaît pas possible dans les prochaines années, mais sur une réflexion un peu détachée du réel, dans la pensée qui serait qu'il n'y aurait plus de frontières, vous dites qu'il n'y aurait plus de gouvernement, c'est l'idée que vous avez développée, alors que ce que j'ai l'impression d'observer, c'est que à chaque fois qu'on abolit, qu'on passe à une échelle supérieure, on introduit une forme de gouvernement, mais pour un espace géographique plus grand. Donc la question est de savoir, est-ce que si on est sur le monde entier, est-ce qu'il y aurait un gouvernement qui gouvernerait l'ensemble de l'espace mondial, ou est-ce que, comme vous aviez l'air de le dire, il n'y aurait plus de gouvernement du tout? Bien, je suis venu ce soir parce que le thème, c'était la politique qui vient. Et dans ce monde de désarroi, de désespérance, je suis venu. Je suis venu parce que j'attendais beaucoup de choses de ce débat-là. Et en même temps, je lisais, avant de venir, Le Monde diplomatique, où, entre autres choses, il y avait un article qui parlait de ça, de ce thème-là, le désarroi, la désespérance, etc. Un petit peu ce qu'on sent dans la salle aussi, c'est-à-dire, c'est pour quand? Alors, c'est pour quand quoi? C'était d'ailleurs le thème d'un festival dans les Cévennes à la salle. C'est pour quand? C'est pour quand quoi et c'est comment? Bon, voilà. Ça, c'est quelque chose qui me paraissait fondamental. Et ce qui m'a inquiété dans ce que j'ai lu dans l'article du Monde diplomatique, c'est qu'on posait la question au philosophe essayiste et hédoniste Michel Onfray, en lui disant « Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes de 20 ans ?» Et la réponse, un peu cynique, mais quand même, elle fait froid dans le dos, c'est de dire « Le bateau coule ». Voilà ce qu'a répondu Onfray. C'est « Le bateau coule ». Soyez dignes et élégants, mourrez debout. Eh bien, moi, j'ai des fils qui ont 20 ans et un peu plus. Je peux vous garantir qu'ils n'ont pas du tout, mais pas du tout envie de mourir, ni de mourir debout, peut-être avec élégance, je l'espère pour eux, et le plus tard possible. Mais quand on leur pose la question, pourquoi vous ne vous engagez pas ou pourquoi vous n'êtes pas dans des partis? Et ils répondent, parce qu'ils ont tous fait faillite. Ils ont tous fait faillite et ils nous ont blousés et ils sont très, très, très dogmatiques et il y a des choses qui sont totalement désespérantes. D'où ce fait de s'organiser Podemos et d'autres à l'horizontale et sur le local, comme ça a été dit, d'un point de vue écologique, etc. Mais je voudrais reprendre votre image, votre métaphore des forces volcaniques ou de la tectonique des plaques qui avance, et c'est vrai que ça avance très lentement, à la vitesse d'un glacier, mais on sait qu'il peut y avoir des secousses très rapides et des répliques. Je me rappelle même d'une, puisque vous parlez de notre âge, en avril 68, il y a le journaliste Pierre Avançon-Ponty qui disait que la France s'ennuie. Et bien, quelques temps après, quelques semaines, tout d'un coup, il a vu que ça ne s'ennuyait plus. Il y a eu ce qu'on a appelé une grève générale qui a été ce qu'elle a été, mais elle a été là. Et le grand De Gaulle et les bien d'autres, etc., les Mitterrand qui voulaient prendre la tête des manifestations et tout, ont été relégués à l'arrière. Et je pense qu'il faut, vous n'avez pas prononcé, ce qui est quand même un peu étonnant, ça peut paraître ringard, mais c'est quand même une réalité, le mot de lutte des classes. Il y a quand même, c'est ça, les forces systémiques qui agissent. Par exemple, nous payons aujourd'hui le fait qu'il y a eu, par exemple, dans les années où vous étiez nés, il y a eu ce qu'on a appelé la décolonisation. Eh bien oui, après la guerre, les gens certains se sont sentis suffisamment forts, en France parce qu'il y a eu la résistance, qui a créé le programme Conseil du CNR, et qui aujourd'hui, certains disaient, on ne va pas revenir 40 ans en arrière. Au monsieur derrière moi, je lui dirais, mais on revient déjà à 40 ans en arrière. On détricote tout ce qui a été fait, et aujourd'hui, on est dans un état de régression totale. Et ce qui a été fait, ces grands, il n'y en a pas eu beaucoup, ces grands mouvements qu'il y a pu y avoir, par exemple, je pense à la grève générale de 1936, elle n'était pas dans le programme du Fonds populaire. Les congés payés, la réduction du temps de travail, etc. C'est parce qu'il y a eu des forces, justement, tectoniques, violentes, souterraines, qui ont imposé certaines choses. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est en train de se passer du côté de la Grèce,
Et je pense que c'est à suivre de près, et même on devrait être en très grande solidarité. C'est quelque chose qui pourrait être très, très, très étonnant, et en tous les cas, qui pourrait bouleverser les choses, et non pas baigner dans une espèce de défaitisme et de désespérance, comme si c'était une fatalité. Je peux... Oh, c'est pas que je tiens spécialement, mais pour vous rendre hommage, je suis obligé de parler. Alors, je vais commencer, bien, c'est toujours pareil, hein, par la dernière intervention. Bon, il y a très très peu d'écart entre ce que vous dites et ce que je peux penser. Donc oui, voilà. En gros, cette question, il n'y a pas de prophétie possible sur l'éruption d'une révolte massive, d'une grève générale. Enfin, après, de la même manière, pourquoi ce qui s'est passé à Tunis est tellement étonnant, ce qui s'est passé au Caire, c'est à peu près là le point de départ de notre interrogation. C'est-à-dire que quand même, cette question du mythe, c'est quelque chose qui a ressuscité, et c'est pour ça qu'on pense que c'est une sorte de nouvelle séquence historique qui est marquée par ça, c'est que jusqu'à 2011, disons, la désespérance, l'impuissance semblaient être de mise. Plein de gens pouvaient penser ça va pas du tout, ça va pas du tout, mais qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Donc les jeunes partaient, ce dégoût de la politique, ça fait déjà assez longtemps que ça dure, donc voilà, et petit à petit les partis se sont vidés, il y a eu toujours des pics comme ça, donc on a vu, alors les politistes étaient très contents, quand à l'élection de Sarkozy, les gens reviennent aux urnes, c'est incroyable, donc voilà, il y a eu un peu d'excitation, c'est retombé, c'est bon. Savoir quand une éruption comme ça de colère va jaillir, on ne sait pas trop. En fait, on ne sait pas trop. Et en fait, personne ne sait. Donc on est là à dire, voilà, essayons de voir les forces telluriques qui se mettent en avant. C'est tout ce que je peux essayer de dire. Alors, mais pour revenir, pour coupler votre interrogation avec... Alors, oui, la lutte des classes, bon, je vais faire une petite parenthèse. La question est... comment faire pour ressusciter cette idée-là dans le monde politique que nous connaissons, nous. Par monde politique, je veux dire des pays, bon, peut-être que vous n'accepterez pas cette manière de voir les choses, des pays qui, bon an, mal an, et même s'ils se sont beaucoup endettés, mais il est parti, même si on s'est beaucoup endetté, en fait, les gens se sont beaucoup enrichis. Les personnes. Et donc, on est des sociétés riches. C'est très, très dur d'imposer l'idée de lutte des classes à un pays riche. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Comme on s'appauvrit à très, très grande vitesse, dans 15 ans, à peu près, on aura une masse à peu près qui acceptera l'idée de lutte de classe. C'est la seule idée positive. Enfin, positive. Pour ceux qui pensent que la lutte des classes est important, rassurez-vous, le capitalisme travaille pour vous. C'est presque étonnant même à quel point il est en train de creuser sa propre tombe. Enfin, c'est... Bon... oui, vous voyez ce que je veux dire à peu près. C'est-à-dire que les retraités n'auront plus de retraite et donc on ne sait pas très bien comment des gouvernants gouvernent des pays en sachant qu'ils amènent des générations entières à des états de pauvreté insoupçonnables. Bon, alors on a l'exemple de la Grèce aujourd'hui. Bon, donc aujourd'hui, la question de la lutte des classes dans des sociétés qui sont encore un peu, qui tiennent encore un peu debout, qui sont encore des 5e puissances mondiales et où le système assurantiel continue à tenir un peu debout. Bon ben voilà, alors c'est comme il y a le Viançon-Pontet avec son histoire de tout le monde s'embête en France en avril 68, et il y a aussi la phrase de Mathieu Kassovitz, jusqu'à présent tout va bien. Vous savez, quelqu'un qui tombe comme ça du 11e étage, ça va bien, jusqu'à présent ça va bien, ça va bien, ça va bien. Bon, ben on est comme ça. Et je pense que le personnel politique est pareil. Hein. C'est-à-dire, et partout, les experts, les économistes, ils comprennent rien à ce qui se passe. Ils disent, bon, tant que ça tient, on ne sait pas comment, mais bon. Et on attend l'écrasement. Et tout le monde attend l'écrasement. Et tout le monde souhaite que ce soit le plus tard possible. Et moi, le premier. Donc, on n'aimerait pas tellement que nos enfants souffrent. Bon. Et c'est délicat. Bon. Donc, il y a un problème actuellement pour ressusciter cette idée-là. D'ailleurs, pour répondre à la personne qui est partie, il faut quand même comprendre, enfin, je pense que tout le monde le comprend facilement, que le système capitaliste fonctionne sur l'emprunt. C'est pas, on nous a pas abusé, c'est que les gens qui empruntent, ils remboursent.
et ils remboursent fort. Les municipalités qui ont emprunté au fonds de pension, elles remboursent durement. Et ce qui se passe avec la Grèce, c'est la première fois, enfin à part l'Argentine, enfin c'était loin, mais en tout cas dans l'espace européen, où des gens posent clairement la question de mais et pourquoi on ne ferait pas un audit de qui doit cet argent ? Qui doit cet argent? Cette question, je pense, elle est centrale, elle est vraiment très importante, elle est peu débattue, et l'espoir de cette idée-là, d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait au Parlement, et de faire monter ça au Parlement européen, je ne sais pas, il y aura toutes sortes de lobbies qui vont bloquer ça, enfin bon, je ne sais pas où ça ira, il y aura peut-être la guerre civile avant, je n'en sais rien, honnêtement, je ne sais pas ce qui peut se produire, je reviendrai à la guerre civile après dans mon interprétation. Mais voilà, là, on regarde, on observe ces choses-là, on voit des mouvements qui sont assez, qui vont un peu dans tous les sens, centripètes. C'est-à-dire que ça, c'est un effet vraiment d'un effondrement. Écoutez, c'est très simple. Hein. Pourquoi on date de 50 la séquence historique? C'est simplement, c'est vrai qu'avec l'État-providence, c'est après la guerre. Alors il faut bien sûr considérer qu'il y a eu une guerre, et donc que la guerre on a reconstruit, et qu'on partait d'assez bas, et que l'enrichissement qui a été assez rapide, hein, parce que dans les années 60 c'était déjà assez fort. Je ne rentre pas non plus dans les théories politiques de pourquoi on est endetté comme on est endetté aujourd'hui. Alors, j'ouvre la parenthèse, je renvoie à Paul Fabra, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait L'anticapitalisme il y a assez longtemps, qui n'était pas nécessairement un type de gauche, mais qui expliquait que, en fait, la société de consommation, c'est l'imposition de la société de consommation aux sociétés européennes, c'était en fait une arme politique contre l'Union soviétique. C'était simplement inonder, c'était le plan de l'OCDE, c'était inonder les pays européens de consommation à outrance, parce qu'on oublie ça, mais les plus anciens d'entre nous se rappellent de la crainte incroyable que Khrouchtchev avait fait planer sur le monde capitaliste en disant « on va vous battre parce qu'on sera meilleur », et leur signal, ça a été Spoutnik. À la suite de quoi Kennedy a lancé la conquête de l'espace. Et là, c'est même incroyable quand on y pense aujourd'hui, la crainte qui avait lieu à ce moment-là du fait que les Russes, effectivement, emporteraient les masses. Alors, à l'époque, les partis communistes étaient assez puissants, les syndicats étaient assez forts. Bon, et donc, je ne veux pas faire une théorie politique, là, c'est pas complotiste, mais disons, voilà, qui expliquerait après pourquoi il y a une attaque contre les syndicats à l'époque Reagan, le renversement néolibéral. C'est pas simplement des politiques financières, c'est abattre le pouvoir des syndicats. Si on ne se rappelle pas de ça. Bon. Donc, il y a toute une histoire, comme ça je ne veux pas rentrer trop dedans, parce que je pense que ça fait partie d'un ensemble de choses et que ce n'est pas linéaire, il n'y a pas une seule cause à ce qui se passe. C'est assez foisonnant et assez riche, mais il y a toutes sortes de choses comme ça qui... Bon. Toujours est-il qu'on s'est enrichi et que c'est compliqué d'expliquer à des gens. Alors, beaucoup d'intellectuels aiment bien, bon, je me demande d'où ils sortent ça, parler des classes moyennes. Bon, apparemment, c'est un concept qui a marché pendant un certain temps. J'attends que ça s'effondre comme idée, la classe moyenne. Mais tant qu'on est tous des classes moyennes, ça va être compliqué de dire qu'il y a la lutte des classes. Alors, ça peut revenir, comme je l'ai dit. Hein, bon. Mais en tout cas, on voit que ce n'est pas très vendeur pour l'instant. C'est tout ce que je veux dire. Il y a des gens qui continuent à alimenter le fourneau, mais... Bon, ça serait peut-être bien, mais c'est compliqué. Bon. Maintenant, alors, et ça s'est transporté justement sur ce truc où il y a les 99% contre les 1%. C'est-à-dire que voilà, on a nommé une catégorie de prédateurs qui sont là en train de vivre sur le dos des peuples et qui se gavent et s'enrichissent. Et c'est visible. C'est visible. C'est hyper riche, c'est hyper milliardaire. C'est visible. Et ils s'affichent. Et on peut le voir. Et en face, on voit la dureté des temps pour les peuples, pour les gens ordinaires. Donc c'est des choses qu'on voit. Marie-Antoinette disait « ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ». Bon, alors, ça donc c'est pour la dernière fois. Pour le 11 janvier, je l'ai dit ici, mais ce qui m'a frappé, c'est un élément, c'était pas du tout, ça n'a rien à voir avec les gouvernements, ça c'est vrai. C'était surtout l'exclusion des partis. C'est le truc qui me semble le plus marquant. À quel point les gens peuvent sortir dans la rue, s'exprimer en exigeant, en interdisant la présence des partis. C'est le seul point qui était très marquant. C'était des manifestations de citoyens. Et à l'écart, il était hors de question. C'est ce point-là qui est assez marquant et qui ressemble à l'ensemble des autres mouvements qui avaient une connotation politique, une connotation de protestation contre la manière de gouverner. Donc, mais ce point-là vraiment me frappe depuis longtemps, et donc comme vous le disiez, voilà, il y a cette chose-là qui est très forte,
et qui pose un certain type de problème. Je pense une des réponses encore une fois, je les invente pas, je suis sociologue, j'essaie de rester très près des faits, et en suivant les mouvements, ces rassemblements, c'est comme ça que j'ai vu naître Podemos, par exemple, en regardant la suite de ces mouvements. Qu'est-ce qui devenait? Qu'est-ce qui se passait? Et en général, il y a très très peu de gens qui ont voulu se dédire, comment dire, bafouer sa propre parole en disant je vais faire un parti politique maintenant, alors qu'ils ont passé leur temps à dire c'est horrible, ces trucs c'est dégueulasse, je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est un dégoût. Et la discussion interne de ces gens-là en disant mais ce n'est pas possible que 500 000 personnes aient été là, qu'on reste dans un état comme ça et qu'on soit laissé à l'impuissance, mais qui on est. Et donc c'est le fait de ne pas pouvoir se regarder en face que certains ont assumé en disant non, il faut qu'on aille au Parlement. C'est un choix, c'est pas facile, c'est pas simple. En plus, quand on suit un petit peu ce que Podemos fait actuellement, les débats internes sont absolument terribles entre ces deux tendances, entre le fait qu'il faut un chef charismatique ou pas de chef charismatique. Est-ce que si on a un chef charismatique, on casse complètement toute la dynamique qu'on veut introduire? Donc voilà, moi je suis devant un monde qui bouge beaucoup, un moment assez incertain. Ça me plaît beaucoup. Je trouve que les gens sont très inventifs et trouvent plein de choses à faire. Je ne peux pas savoir ce qui va en sortir, en vérité. Je ne peux pas savoir. Par contre, là, la seule chose à quoi je tiens vraiment, c'est, je l'ai dit déjà 2 fois, c'est ne pas faire de confusion sur la critique de la démocratie. Et ne pas, par dégoût, prêter le flanc ou permettre à des gens qui haïssent la démocratie et qui n'ont qu'un seul souhait, c'est vraiment faire rentrer le peuple dans les rangs et qui ne parlent plus et qui disent la même chose. Qu'est-ce que c'est que cette démocratie et tout ça? Donc, cette différence entre critique interne et critique externe, oui, ça c'est une chose que je suis très très attentif, simplement parce que j'ai peur de régimes fascistes, hein, comme j'espère que vous avez la même peur que moi. Et donc voilà, par exemple, souvent, la jeunesse est un peu enthousiaste et voilà, c'est pas l'image de on jette le bébé avec l'eau du bain, tout ça, mais essayer d'être clair sur le fait que c'est la même chose où je sens voilà, une sorte de peur sur la notion de protection. C'est toujours les régimes fascistes qui ont protégé le peuple. Or, des régimes démocratiques, des régimes doivent donner les droits. C'est-à-dire, c'est que c'est pas à l'État de dire aux personnes ce qu'elles ont à faire. L'État a à donner des droits, un maximum de droits, à se dessaisir de tout contrôle sur les populations, au maximum. Donc ça, c'est une théorie qui est tenue par assez bien, ça s'appelle le républicanisme, par Philippe Petit. Mais on arrive tellement peu à imaginer qu'un gouvernement se dessaisisse de ses pouvoirs au bénéfice du peuple. On arrive tellement peu à croire qu'un gouvernement peut faire tout pour multiplier les contre-pouvoirs, se dessaisir de responsabilités, laisser... Alors voilà, le mot n'est pas très juste à cause des débats en France, laisser l'autonomie aux personnes, aux établissements. Bon, alors ça a été dévoyé par la loi sur l'autonomie des universités et l'idée qui en est faite à droite de l'idée d'autonomie. Mais par contre, l'idée d'autonomie, lorsque c'est organisez-vous vous-même, c'est pas à nous de vous dire ce que vous avez à faire. Je trouve que c'est plutôt bien. Donc voilà. Maintenant, alors attendez. Oui, donc ça j'ai dit 2 mots là-dessus. Alors oui, la question du local. Moi je pense, oui, la question. Encore une fois, vous dites, on veut pas voter, mais les pouvoirs locaux, on les élit. Donc il y a un bulletin de vote qui est bon, qui est le bulletin local, et un bulletin qui est mauvais, c'est le Parlement national. Non, mais c'est juste pour converser. Hein. Moi, je veux bien, je sais pas, j'ai de la peine. Oui, il y a les idées de tirage au sort, par exemple. On dit, oui, moi, je n'ai rien contre cette idée-là. Mais disons, bon, il faut toujours trouver un système, à mon sens, dans des entités aussi grandes que les pays que nous connaissons aujourd'hui. Donc, tant qu'on n'est pas ramené à des communautés de 150 personnes, donc quand on est 60 millions de personnes et qu'on prétend être 60 millions de personnes qui parlent la même langue et qui sommes dans le même élan national, bon, j'ai de la peine à imaginer un système où il n'y a pas de la représentation quelque part, que ce soit par tirage au sort ou par vote, ou par... C'est qu'il y aura toujours un petit nombre de gens qui ne doit pas rester en place très très longtemps, enfin, on peut trouver toutes sortes de systèmes pour qu'il y ait une rotation très très grande, mais il faudra toujours qu'il y ait un peu de représentation d'une certaine manière. Bon. Donc, oui,
ce qui est intéressant, c'est effectivement les personnes qui s'emparent des pouvoirs. Par exemple, je pense aux zadistes. Alors, il y a cette idée où beaucoup de commentateurs malveillants disent « ouais, mais ils touchent le RSA ». Et s'ils étaient vraiment honnêtes, alors qu'ils rendent l'argent à l'État, qui se débrouille tout seul. Et eux, ils disent « non, tant qu'on peut prendre le RSA puisqu'on y a droit, on va le prendre et puis on va vivre comme on veut ». Alors peut-être qu'un jour, un gouvernement décidera que des gens qui vivent comme ils veulent avec le RSA n'ont pas le droit au RSA, par exemple, je ne sais pas. Ou il y aura un autre gouvernement qui dira il faut une allocation universelle, le fait d'être citoyen, ça vous donne le droit, et vous faites ce que vous voulez de votre vie. Et pour l'instant, cette idée-là, on va vous donner de l'argent et faites ce que vous voulez de votre vie. Alors, comme disait le camarade tout à l'heure, c'est l'emprunt, on peut pas, ça n'existe pas, il faut rembourser depuis 40 ans. Bon, vous savez aussi que peu importe ces affaires-là, techniquement, il est possible que les citoyens trouvent des solutions à ces problèmes-là. D'ailleurs, vous allez voir que Syriza, avec tout ce qu'on a raconté, il va y avoir un accord. Et donc, c'est que c'est quand même possible. Et que c'est pas. Il y a des forces, il y a des pressions terribles d'une sorte de doxa politique qui impose que, pour un tas de raisons, en tout cas internes à l'Europe, on ne sorte pas des clous. Mais on voit qu'on peut sortir des clous. D'ailleurs, la France et l'Allemagne sont toujours sortis des clous, mais on ne leur a jamais tapé sur les doigts, parce que c'est de grosses puissances. Donc, ils ont toujours été au-delà des critères de Maastricht, ça vous connaissez l'histoire. Donc, pour eux, il n'y a pas de problème. Par contre, pour des gens qui ont voté à gauche et qui disent « mais on en a marre qu'on rabote nos retraites », et ça, c'est un point qui n'est pas négociable, alors que c'est quand même étrange, enfin, c'est surprenant, enfin, c'est à se faire dresser les cheveux sur la tête, qu'on demande une des réformes structurelles, c'est d'abaisser les retraites des personnes, parce que ça coûte trop cher. Mais qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? On veut abaisser les retraites des gens. Donc eux, ils disent, mais attendez, il faut que les personnes vivent, vous voulez qu'ils meurent ? Alors je pense qu'il y a dans le néolibéralisme quelque chose comme ça, c'est-à-dire que les losers doivent mourir, en fait. On n'a pas à s'occuper d'eux. Donc, mais ça, c'est des enjeux politiques qui sont extrêmement forts. Non. Comment on en traite ? Bon, voilà, je dis, il faut travailler, réfléchir, penser, s'organiser, voilà. Et ma petite contribution, c'est de mettre tous les problèmes ou tous les facteurs sur la table. Alors, pour répondre aussi à la question des grandes entités, non, voilà, mon image, c'est la suivante. Soit on n'a plus d'entité nationale, et donc il n'y a même plus de gouvernement mondial, mais ça veut dire qu'à ce niveau-là, on ne vivra plus qu'en petite communauté, autogérée. Et, enfin, vous voyez, c'est une sorte un rêve incroyable. Enfin, il y a des gens qui pensent que c'est possible. Moi aussi, je pense que ça peut être possible, une certaine modalité. Mais voilà, il faut imaginer ce que c'est des communautés qui ne vivent plus dans le genre, par exemple, ne plus prendre l'avion pour aller passer ses vacances au Maroc ou en Tunisie ou à Singapour, je ne sais pas quoi. Arrêtez de prendre l'avion, mais vous vivez toujours dans votre coin, là, avec une communauté, et il n'y a plus de passeport non plus, il n'y a plus rien, en fait. Donc on s'est tous regroupés dans des petites... Mon image, c'était la suivante. Soit on est revenu à des entités qui s'autogèrent localement, comme les villes italiennes dans la Renaissance, donc c'est un petit gouvernement local, ou Athènes, par exemple, voilà, comme ça, mais il n'y a pas de contact avec le monde, mais je pense qu'on est incapable d'imaginer un monde où on n'a pas contact avec les autres. Et donc, c'est pour juste dire la perplexité dans laquelle on est dans cette chose-là, et donc de mettre l'image et se dire, mais qu'est-ce qu'on fait devant cette perplexité-là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est pas juste pour embêter que je dis ça, c'est parce que c'est des embarras de la pensée. C'est que moi-même, je me pose ces questions pour me forcer à dire, mais qu'est-ce que j'en pense au fond ? Et de m'apercevoir que c'est compliqué, que j'arrive pas vraiment bien à penser cette chose-là. Et donc si moi, j'arrive pas, je me dis, tous les autres aussi doivent un peu ne pas être en capacité de penser un truc comme ça. Et voilà, c'est pour ça qu'on va dire c'est des choses utopistes ou pas. Mais la question, c'était ça, mon image. C'était pas de monter en généralité, d'avoir des grands ensembles avec un gouvernement mondial. Peut-être ça serait bien aussi. J'ai rien à vendre comme projet. J'ai juste à décrire la situation dans laquelle on est et les forces qui agissent dans cette situation-là. Bon, peut-être que c'est insatisfaisant, mais Alors, pour juste revenir sur la question de la guerre civile,
Bien sûr que tout est possible, bien sûr qu'un régime fasciste peut arriver, bien sûr qu'on peut... je ne vais pas citer les mesures atroces qu'un régime fasciste pourrait mettre en vigueur parce que ça m'effraie moi-même. Bien sûr qu'on peut arriver à la guerre, bien sûr qu'on peut arriver... Il y a pas mal de gens qui aujourd'hui... Alors, suivez bien ça, comment l'usage du mot guerre, il est permis et pas permis aujourd'hui. Comment on a peur de s'en servir de la guerre civile en France. Moi, je suis assez... À un moment, ça a monté, puis maintenant, certaines personnes ont dit non, n'utilisez pas le mot guerre et pas guerre civile non plus. Donc tout peut arriver pour moi. Par contre, l'analyse des forces en présence, et en particulier cette idée-là, si elle est juste, de la sensibilité politique, et en particulier cette idée que je crois aujourd'hui, on l'observe dans sa manifestation publique, qu'on ne résout pas les problèmes. La violence n'est pas une manière de résoudre les problèmes, ce n'est pas un mode de résolution des conflits. Cette idée-là, c'est-à-dire qu'on a vu dans les rassemblements, où la stratégie affichée, c'était la non-violence. Partout, en Tunisie, en Égypte, alors, et vous savez à quel point ça a été sanglant, mais dans les événements sanglants, les gens disaient non, on est un peuple uni et on ne peut pas arriver à la violence. Et d'une certaine manière, en Tunisie, ils ont réussi, et en Égypte, ils n'ont pas vraiment réussi à le faire. Pourtant, avant les élections, enfin ce qui s'est passé avec Morsi et les frères musulmans et Sisi, donc la répression, avant ça, il y avait toujours l'idée qu'on était un peuple et qu'on ne pouvait pas se diviser, parce que la division, c'était la guerre civile. Bon. Donc tout peut arriver. Mais dans cette idée de sensibilité que j'espère est partagée par nous, dont on a vu la manifestation dans les rassemblements où le mot d'ordre était non-violence, et même quand je dis il y a une collaboration avec la police, c'était le cas pour les mêmes raisons, que ces démantèlements de camps aient eu lieu avec beaucoup de violence policière, que la police, que ce soit au Canada ou en Espagne ou en Italie, se soit déchaînée sur les gens, qu'il y ait une énorme répression qu'il ne faut jamais oublier, qu'on oublie souvent. Ça existe, cette chose-là. Néanmoins, me reste l'idée que si cette sensibilité nouvelle est forte, c'est-à-dire qu'on ne veut pas recourir à la violence parce qu'on en a peur, si ça nous est bien entré dans le cerveau, le spectre d'une guerre civile s'éloigne. Maintenant, je peux me tromper. Cette sensibilité, elle peut être brisée immédiatement. Et les gens peuvent se dire, dans un accès de rage, on va recourir à la violence. Une chose qui va dans le sens de ce que je dis, encore une fois, ce sont des observations qui sont temporellement situées, hein, et je peux admettre que demain, ça pourra ne pas être le cas, tout à fait, parce que les renversements sont forts, et c'est très très dur de parler d'une sensibilité. C'est ce qui s'est passé dans la Manif pour tous. Dans la Manif pour tous, il était très intéressant de voir, parmi une série de facteurs qui étaient, enfin, de propriétés de cette manifestation, le fait que quand les gens violents d'extrême droite sont rentrés dans les cortèges en essayant de faire monter une violence anti-policière, ils ont été exclus des rassemblements. Il y a un moment comme ça où la Manif pour tous a conservé, alors c'était au nom des enfants, au nom de plein de choses, mais surtout au nom de la représentation politique du mouvement qui interdisait qu'on passe à la violence. Et c'était un moment assez intéressant où c'est ça qui permettait une comparaison entre des manifs avec un argument qui n'est pas tellement, à mon sens, démocratique, avec d'autres où c'est plutôt un argument démocratique. Donc, ne pas accorder un droit à autrui, donc le droit au mariage des homosexuels, avec une autre revendication qui est d'étendre les droits des citoyens à contrôler leur gouvernement. Mais dans les deux cas, il y avait une limite à ne pas franchir qui était la violence. Et donc, pour l'instant, cette chose-là se tient encore. C'est-à-dire que l'idée que passer à la violence décrédibilise un mouvement politique me semble être une idée forte aujourd'hui. Donc c'est ce qui me retient dans l'espoir que peut-être on n'arrivera pas à la guerre civile. C'est qu'on peut utiliser ce terme pour s'amuser, ou pour faire monter la pression, ou pour énerver les gens en disant mais ça va être la guerre civile. Néanmoins, je continue à penser que c'est quand même un facteur assez puissant qui est rentré dans nos esprits et qu'on pourra arriver à de la violence à nouveau, peut-être,
dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que si la pente de l'appauvrissement des populations continue, il y aura vraiment un moment où les gens diront « j'ai rien à perdre ». Et quand beaucoup de gens auront rien à perdre, là, cette idée que c'est pas par la violence qu'on résout les problèmes perdra un peu de sa crédibilité. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, par contre, c'est que les gouvernants n'ont pas l'air de s'inquiéter trop de ça. Ça, c'est inquiétant pour moi. Parce que là, je vois chez eux quelque chose comme une trahison de leur mission politique. Mais bon, voilà. Donc c'est pourquoi, même quand on y pense, j'aime à penser que ce n'est pas encore demain la veille qu'il y aura la guerre civile. Bien, c'est sur cette note d'espoir. Ça marche ? Oui, c'est sur cette note d'espoir que nous arrêtons. Merci beaucoup, Albert Roggien. Mais merci à vous.